Bonjour à tous, donc je m'appelle Tiski, je suis VP projet au TCN et étudiante en troisième année de médecine. Et salut tout le monde, donc je m'appelle Yanis, donc pareil, je suis étudiant en troisième année de médecine à Nancy et je suis VP projet au TCN. Et donc bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. On a la chance d'être avec le professeur Poussel. Donc est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Ouais, bonjour à tous. Mathias Poussel, moi je suis donc médecin, professeur de physiologie médicale à l'Université de Lorraine, à la faculté de médecine, métier de la santé, et au CHU de Nancy. Ok, très belle présentation, rapide, efficace. Même si je sais qu'il y a plein d'autres choses, mais c'est déjà super efficace. Est-ce que tout d'abord on pourrait revenir à la base? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a poussé à choisir la médecine comme carrière? Ouais, bien sûr. Alors, c'est pas, ma réponse, c'est un peu le hasard et un peu la facilité. Je m'explique. J'ai pas forcément initialement, alors à 17, 18 ans, hein, quand on doit faire ce choix de vie-là, voilà, on a des vocations ou pas. Voilà, j'aurais tendance à dire que j'étais très bon élève un peu par facilité et que l'environnement familial faisait que c'était assez facile pour moi de pouvoir y accéder. Donc je me suis dit pourquoi pas ça en allant découvrir. Il y avait d'autres pistes, mais je pense que les autres pistes, on les évoquera tout à l'heure aussi. Ok, ça marche, c'est vrai. Ça marche. Est-ce qu'il y a eu un moment déterminant ou une personne en particulier qui a influencé votre choix au bout d'un moment? C'était une personne ou un environnement, c'était un environnement de raison. Alors aujourd'hui, on est en 2024. Je ne me suis pas présenté sur mon âge, mais je suis de 1981, donc vous savez compter comme moi. Il n'y avait peut-être pas autant enfin, entre guillemets, de liberté. C'est vrai que par convention, on va dire éducative, sociale, ça faisait partie des pistes qui étaient plutôt envisagées. Donc du coup, c'est vrai que je suis issu d'un milieu médical. J'ai un père qui est médecin aussi, qui est anesthésiste réanimateur, une maman Mhm. infirmière. Donc voilà, depuis tout petit, c'était un environnement qui m'était familier, donc assez, voilà, un peu par facilité, je me suis dit pourquoi pas, puisque effectivement, ça permettait quand même d'allier un métier que je trouvais intellectuellement intéressant, enfin en tout cas que je me représentais comme quelque chose d'intellectuellement intéressant, parce qu'à 18 ans en fait on n'en sait rien, en tout cas voilà, et puis qui permettait d'offrir un cadre de vie qui me semblait convenable, et puis qui effectivement touchait à l'humain, chose qui était déjà assez importante pour moi, d'avoir un métier utile. Ouais, bien sûr. D'avoir un métier utile qui serve, selon moi, et c'est pas des jugements de valeur, à quelque chose ou en tout cas à des personnes, quoi. Ouais, Voilà. mais ça c'est sûr, c'est vrai que des métiers où on peut aider son prochain, il y en a, mais il n'y en a pas tellement. Avoir vraiment un impact sur la santé qui est vraiment très très importante dans la vie de chacun. Donc c'est vrai que la médecine sur ça, enfin, je vous comprends. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'on est en troisième année. Et Ok. est-ce que vous pouvez parler de passion ou c'est juste voilà, un métier qui vous a attiré dans l'environnement, qui vous a poussé ou... La passion, elle est arrivée au fil du temps, en fait. Mhm. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, à titre personnel, à 18 ans, sans vous dire que je voulais être astronaute ou médecin, mais c'est vrai que voilà, c'était plus l'attrait intellectuel de quelque chose où je savais que je pouvais m'éclater, quelque chose d'un peu difficile, quelque chose d'assez long parce que c'était mon profil. Après, la passion, elle est arrivée au cours de route, mais tout comme elle aurait pu ne pas venir. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux aussi comprendre que finalement, au bout d'une, deux, trois années, quand on commence à mettre les pieds à l'hôpital, on se rend compte que finalement, non, ça, c'est pas fait pour moi. Et dans ce cas-là, il faut trouver le plan B. Mais c'est vrai que du coup, voilà, le système français fait qu'on est obligé de s'engager dans quelque chose d'assez engageant tôt, en tout cas, voilà. Et puis, moi, à 18 ans, j'avais peut-être pas forcément la même maturité que vous à vos 18 ans. Un homme, une femme, tout ça. Et en fait, la passion, elle est arrivée au fur et à mesure des études, en fait. Elle est déjà même arrivée en première année. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je me suis rendu compte, fort heureusement, coup de chance, hein, c'est ce que je disais aussi, c'était une belle rencontre, quoi. C'est-à-dire que c'était des études qui me correspondaient, et puis c'est quelque chose dans lequel j'ai vite trouvé un intérêt et une passion qui augmente en fait tous les jours, quoi. Bien sûr, et c'est super important. Surtout sur des études aussi longues, la passion et l'intérêt Mhm. très important. Il faut la maintenir, quoi. Bien sûr. Oui, mais justement, je pense que le métier, ou en tout cas la profession, fait que c'est un perpétuel recommencement, et comme ça évolue tellement vite, sauf si enfin, si vous êtes usé au bout d'un moment, c'est ce qui peut vous faire décrocher, mais sinon, il y a vraiment, enfin, on peut vraiment faire le champ, il est infini, quoi. Mhm. Donc en ça, je pense que c'est aussi, il n'y a finalement pas de journée qui ressemble à une autre. Et il y a finalement assez peu de routine, même s'il y a forcément un peu de routine qui s'installe. Mais je pense que c'est vraiment des études et des métiers dans lesquels on peut trouver un épanouissement à 200%. Ouais.
Totalement d'accord. Et Avec ça, vous. c'est super important de vraiment le souligner parce qu'il y a des personnes peut-être qui ont peur de se lancer dans la médecine par peur de longues études déjà, de la routine peut-être après, de la spécialité sur laquelle ils vont aller, etc. Donc c'est super intéressant d'avoir plusieurs points de vue de médecins qui disent justement que bah non, on peut faire plein de choses, je m'éclate. Non, on Donc ça, apprend. c'est super. Je pense que tous les jours on apprend. De Mm. toute façon. Ouais, ouais, et la routine, si elle vient de nous. Hein, c'est-à-dire que de nous praticiens, mais elle vient pas du patient. Il peut y avoir effectivement une forme de routine, de lassitude qui s'installe, mais dans ce cas-là, c'est, je pense, enfin, à l'étudiant, en espérant que ça ne lui arrive pas aussitôt que ça, ou en tout cas au praticien, de se dire là, effectivement, est-ce que je suis encore bien aligné avec ce que je veux faire? Parce que finalement, vu la vitesse à laquelle ça va en termes d'évolution, et là aussi, je sais qu'on aura l'occasion d'en parler, qu'elle soit technologique, qu'elle soit médicale et autres, il ne peut pas y avoir de routine en fait. Donc si elle s'installe, c'est de notre fait et pas du fait de la profession ou des études. Et donc c'est en ça que c'est sympa parce qu'il y a plein d'autres professions dans lesquelles, par essence, en fait, il y a une Ça va forme de vite routine, quoi. ouais, Ouais, ouais. bien sûr. Ok, ça marche. Euh, Niveau formation et début, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée votre formation académique? Bah, vous avez un peu abordé du coup au lycée que vous étiez bon élève, ça se passait bien. Et après, du coup, à partir de la première année de médecine jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. On y reviendra aussi. Alors du coup, moi, la première année, c'était un temps que vous n'avez pas connu, c'était le temps de la P1, mais c'était un peu le même concept de première année sélective. Donc moi, j'aime bien la compète. On y reviendra tout à l'heure. Donc c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle compétition et puis il va falloir arriver bien placé. Donc finalement, c'est pour ça que la première année, finalement, c'était peut-être une de mes meilleures années, au sens, j'ai vraiment apprécié. Alors après, il y a peut-être un côté, voilà, travailler beaucoup, produire beaucoup, apprendre énormément. Enfin, je veux dire, là, on a quand même une chance folle en 8 mois de temps d'apprendre. Ouais, c'est vrai. Enfin, en 8 mois, vous apprenez beaucoup plus que ce que vous avez pris depuis le CP, quoi, quasiment. Non, Quoi. C'est c'est ça vrai. qui est génialissime. Et puis ensuite, bah voilà, le parcours classique fait de rencontres en fait. Moi, j'avais pas de projet tracé. Si je savais rapidement que je voulais être médecin du sport, mais pas exactement ce que je fais. Les rencontres ont fait avec le professeur Chenuel par exemple, avec d'autres que j'ai eu des opportunités. Il y avait de la lumière à un endroit devant lequel je passais. Et en fait, bah, je suis rentré là-dedans. Et c'est vrai que du coup, après, bah, j'ai fait bah, tout mon cursus. On m'a proposé d'être chef de clinique au CHU dans un service qui n'existe plus, mais qui portait l'embryon de la médecine du sport à l'époque. Puis de fil en aiguille, au bout de 4 ans, bah, finalement, il y a eu des propositions pour devenir maître de conférence, et puis ensuite prof. Et puis voilà, en fait, c'est plus Ça s'est fait comme ça. des rencontres, des aventures. C'était pas du tout le plan initial. Hein. Ok. Et c'est ça qui est sympa, je trouve aussi. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est important hein, de le savoir que c'est pas parce qu'on a une idée ou pas d'idée d'ailleurs qu'on va pas Exact. faire Tout à fait. PH ou maître de conférence. Non, je trouve que c'est important. Et c'est vrai que la médecine du sport c'est quelque chose de nouveau. Ouais. Quand même, je trouve que c'est une surspécialisation, c'est ça. Ouais. Et je pense Bah, que est-ce vous c'est pouvez intimement, nous- pardon, c'est intimement lié à la prévention aussi, avec tous les... Bah, alors, historiquement, c'était plus quand on dit médecine du sport. Et moi, quand j'avais 18 ans, c'est quand je me suis dit, tiens, c'est ce que j'aimerais bien faire. Bah, on a tous en tête le médecin qui débarque sur un terrain de foot, qu'on voit à la Ouais. télé, Oui. juste la carte postale ou en tout cas la vitrine. Euh, voilà, en fait, assez rapidement, on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. Ça, c'est la partie sympa, hein. C'est la Ouais. partie sexy, c'est la partie. Voilà. Mhm. Mais que voilà, le sportif du dimanche, c'est surtout celui-là qui se blesse parce qu'il est moins bien entraîné. Et puis, c'est toute la partie activité physique dans les maladies chroniques. Donc, en fait, c'est vrai que la médecine du sport était une spécialité qui n'existait pour ainsi dire quasiment pas il y a 20 ans. Euh, et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'elle prend de la place, elle sera amenée à en prendre d'autant plus, de la même manière que certaines disciplines qui existaient, qui avaient pignon sur rue, vont être amenées à disparaître en Ouais, fait. bah, Mais ça, fort heureusement, c'est mouvant quoi. Ouais. Non, c'est sûr. C'est vrai que ouais, et c'est très important. Enfin, le sport, mais c'est pas vous qui allez dire le contraire. C'est vrai que c'est très important. Ok, moi ça marche. Est-ce que je peux vous poser une question sur quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'étudiant ou jeune médecin et comment les avez-vous surmontés? Ouais, bah après les défis, c'est quand même de se dire à un moment ou à un autre, quand on est en 1-2, mais je pense que c'est vrai pour vous aussi, hein, mais en tout cas, c'est de se dire, waouh, c'est quand même long. Non content de se taper un premier concours en première année qui est quand même assez discriminant. On sait tout de suite qu'il y en a un deuxième qui va vous tomber dessus pas loin après, qui conditionne quand même malgré tout ce que vous allez pouvoir faire ou pas faire hein, en fait. Donc voilà, même s'il y a toujours des passerelles qui existent de ci de là. Donc de se dire est-ce qu'on arrivera finalement au bout de toutes ces questions. Alors nous c'était le concours de l'internat, les ECN, enfin peu importe le nom qu'on lui donne, en se disant est-ce que j'arriverai à avoir la capacité de prendre toutes ces connaissances et de les restituer.
Donc ça, c'est quand même un enjeu. Et puis ensuite, c'est quand même les premières fois, il y a la vision fantasmée de la première, deuxième, troisième année. Et puis ensuite, vous arrivez dans le grand bain, quoi. Le grand bain, voilà, c'est un environnement qui est quand même très particulier, qu'on ne connaît pas, que peu de gens connaissent en tout cas en arrivant là, qui répond à des codes, qui répond à des non-dits, qui répond à plein de choses. Il faut aussi comprendre les règles du jeu de cette cour de récréation, quoi. C'est-à-dire qu'on passe de la cour de récréation du lycée, quand on est en terminale, ça va, on a compris comment ça se passait. Bah là, sauf que la cour de récréation est beaucoup plus grande. Et il faut se l'approprier aussi. Et c'est pas forcément simple. Donc on se dit, en tout cas, moi je me suis dit, tiens, effectivement, ouais, on me propose de faire ça, mais attention, l'environnement, je le connais pas, donc il va falloir le maîtriser, quoi. En tout cas, voilà, si on veut être là-dedans. Donc ça, et puis ensuite, bah, les patients, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on trouve ça intéressant, qu'intellectuellement on s'éclate, qu'on va être à propos, adapté, qu'on va savoir examiner quelqu'un, qu'on va pas tourner de l'œil au bloc opératoire ou en voyant du sang les premières fois. Il y a un côté challenging de ce côté-là, et d'arriver à cocher un petit peu toutes ces cases-là, ouais, c'est quand même des défis, je pense. Et puis c'est des défis qui sont sans cesse renouvelés, parce que bah, les stages, ça change souvent, est-ce qu'on s'intègre? Il y a un travail collectif, tout seul on n'est rien, donc est-ce qu'on arrive à s'incorporer dans un collectif de travail? Vu la taille du bateau, il y a forcément des endroits où ça se passera bien, très bien, puis d'autres où on sait forcément qu'on aura des, voilà, des relations plus rugueuses, ce qui fait partie en fait de la vie. Donc faut pas, enfin, voilà, faut pas refuser l'obstacle, quoi. Et ça, c'est au début, je pense, pas hyper facile, parce que nos études, je trouve, elles sont très connaissances, c'est-à-dire qu'à aucun moment, enfin en tout cas de mon temps, on vous apprend pas à gérer une situation conflictuelle, vous entendez pas avec votre co-externe, votre co-interne, ça devient compliqué, on vous l'apprend pas sur les bancs de la fac, donc après, en dehors de votre bon sens et puis des conseils de ci, de là, vous êtes tout seul, un peu désarmé, et donc ça, c'est pas forcément évident. Ouais. Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, je pense, Ouais. et il faut voir ça, enfin, je pense que vous l'avez vu comme un challenge. Il faut pas Exactement. voir ça comme remettre en question son envie de faire médecin, ou voilà, je pense qu'il faut voir ça comme un challenge, et comme vous avez dit, essayer de s'adapter, essayer de vite comprendre les codes, et Ouais. ne pas oublier qui on est, mais essayer de comprendre. Ça, Ouais. c'est vraiment... Et c'est d'autant plus compliqué que ça, à aucun moment, on vous fait un cours pour vous expliquer comment ça se passe, quoi. Donc ça, vous l'apprenez sur le terrain parce que vous avez quelqu'un de bienveillant qui vous a dit fais attention, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Donc quand on vous le dit, c'est très bien. Quand on vous le dit pas, vous le découvrez. À bon ou mauvais escient. Ça peut, voilà. Mais ça fait partie du process. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il faudrait peut-être faire mieux, il faudrait faire peut-être différent, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'au début d'un moment, enfin, l'inconnu fait un peu peur de toute façon, mais c'est un petit peu ça, ouais. C'est dans l'inconnu qu'on apprend beaucoup. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, moi, j'aimerais rebondir sur ce dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, comme quoi vous aviez envie de faire médecin avec l'environnement, mais aussi astronaute. Et donc, je voulais un peu repartir sur cette sorte de pluridisciplinarité que vous avez, parce qu'effectivement, le professeur Poussel a fait énormément de DU, donc ce sont des diplômes universitaires. Vous avez fait lesquels déjà? Alors, il faudrait regarder sur mon curriculum vitae. Non, alors en fait, c'est vrai que j'ai commencé par tout ce qui était DU, donc diplôme universitaire ou interuniversitaire, de tout ce qui était médecine traumato du sport, tout ce qui était imagerie du sport, pour pouvoir être à l'aise avec tout l'appareil échographique et compagnie. Alors ensuite, je suis allé un peu loin dans l'espace avec l'astronaute, parce que ça, je l'ai fait, mais je préfère m'arrêter au niveau des montagnes, donc j'ai aussi fait des diplômes universitaires de médecine de montagne et d'hypoxie. Ouais. Voilà, donc après, c'est vrai que en plus des formations initiales, ça permet d'en savoir un petit peu plus, et puis de vraiment devenir, en tout cas si on s'en donne les moyens, expert référent, enfin, incontournable sur une discipline qui vous passionne, quoi. Donc moi, l'altitude par exemple me passionne, l'hypoxie me passionne, pour plein de raisons, tout comme certains sports me passionnent. Et du coup, c'est un bon moyen aussi pour se dire, tiens, on fait ces formations-là en plus, elles sont à Nancy ou ailleurs, et puis si c'est ailleurs, ça permet de voir d'autres choses, d'autres manières de faire. Et effectivement, là, aujourd'hui, on est à Nancy, mais la semaine dernière, j'étais en Chine dans des hôpitaux à Wuhan. Ça ne se passe pas du tout, ou en tout cas, c'est très différent. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, hein. Ça veut juste dire que c'est différent, et c'est toujours intéressant de voir un peu autre part ce qui se passe, quoi. Magnifique. Mais c'est vrai qu'on avait une question justement sur les autres pays. On a pu voir que vous aviez eu une expérience. Avant, je voulais juste rebondir sur les DU parce que ça ouais, m'intéressait c'est vrai que beaucoup. la question C'est n'était vrai pas que- finie. Je te laisse finir. Non, je voulais juste savoir déjà comment ça se déroulait. Est-ce que, par exemple, pour l'alpinisme, vous restez sur site ou alors vous allez vraiment sur le terrain enfin, Et ça m'intrigue. alors les DU, ça dépend des DU. Alors aujourd'hui, il y a des DU qui sont en présentiel, classique, ce que vous connaissez, voilà.
un enseignant, des étudiants. Il y a du distanciel. La médecine de montagne, c'était un petit peu différent de mémoire à l'époque. C'était à Paris, c'était à Bobigny, Paris 13, parce que le pape de l'altitude à l'époque, qui est toujours vivant, qui est le professeur Jean-Paul Richalet, il était basé là. Donc en gros, c'était une semaine à Paris, cours théorique, et puis il y a une semaine plutôt sympa à Chamonix, où là effectivement, c'est la pratique, c'est récupérer quelqu'un qui est qui est dans une crevasse, fabriquer des igloos si tout ferme, comment descendre un avalanché, comment faire du secourisme en montagne, et surtout sur la partie physiologie quand même, comment gérer un mal aigu des montagnes dans des situations inconfortables, et puis apprendre à faire aussi un peu le tri de ne pas se mettre en danger par rapport à une victime. Donc s'il faut la laisser pour morte, il faut la laisser pour morte et pas prendre le risque de se mettre en danger. Donc les débuts, après, c'est très variable, et après, concrètement, dans l'activité technique tous les jours, alors, malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Moi, je fais partie de ces gens qui sont obligés de dormir quand même un petit peu. 5-6 heures, ça passe. Moins, c'est compliqué. Ce qui fait qu'il y a un moment, le plus compliqué dans nos métiers, je pense, et dans nos études, c'est de faire des choix. Et c'est sûr que on ne peut pas non plus tout le temps être en expédition à droite pour accompagner une cordée ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que l'activité elle est concentrée au CHU. On voit des patients qui partent en altitude, mais je peux plus me permettre de partir accompagner une cordée sur 5 semaines parce que c'est juste plus possible, quoi. Oui, oui. C'est compréhensible avec le CHU. Et du coup, j'imagine que vous aimez bien aussi donc l'alpinisme, Ouais. le hiking, tout ça. Plutôt l'alpinisme, moi, vraiment, un peu d'escalade, un peu d'alpinisme, mais ça aussi, c'est des choses sur lesquelles, effectivement, on a fait des choix. J'en faisais par un moment, là, j'ai plus le temps d'en faire. En tout cas, je ne prends pas le temps d'en faire, parce que tout est question de choix, bien sûr. Donc, par un moment, on en faisait beaucoup, et puis, quelque chose auquel je crois, mais c'est vrai pour l'exemple que vous prenez de la médecine de montagne, mais c'est vrai pour la médecine, c'est vrai pour un peu tout. Moi, je suis assez convaincu qu'on ne peut pas être ni bon ni légitime si on ne fait pas pour de vrai, quoi. C'est-à-dire que moi, je continue à consulter sur la médecine de montagne. Donc, quand les gens me racontent leurs expéditions, ils voient bien que je sais de quoi ils parlent parce que voilà, on en a fait, on sait ce que c'est qu'un nœud, on sait ce que c'est qu'une cordée, on sait ce que c'est que tout ça. C'est sûr qu'on peut tout à fait faire un DU, ne jamais avoir fait de montagne pour de vrai, faire ces consultations, mais je trouve que ça n'a pas de sens. Oui. Mais donc ça, c'est un mode de the way of life, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai dans plein d'autres domaines. Donc je pense qu'il faut toujours avoir la légitimité de nos patients. Et pour l'avoir, il faut faire en vrai, il ne faut pas juste avoir le vernis, quoi, parce que le DU, n'importe qui peut le faire, hein, et n'importe qui peut l'avoir, je pense. Mais par contre, la plus-value, voilà, et en médecine, je pense que c'est ça la vraie plus-value, quoi. Et j'imagine que c'est valable aussi pour la spécialité, enfin médecin du sport, Ouais. Du coup forcément vous savez de quoi vous parlez. Exactement. De base. Donc, Ça, je pense que c'est légitime aussi, ouais. Il faut vraiment avoir. Alors après, on ne peut pas connaître tous les sports, Oui. mais c'est vrai que d'avoir été sportif de haut niveau, de connaître pas mal de choses, ça légitime. Les gens, ils voient bien que, oui, il sait de quoi il parle. Donc, dans la relation soignant-soigné, qui est encore un peu plus particulière dans la relation entre un médecin du sport et un sportif, ça permet de gagner la confiance et puis justement d'améliorer la prise en charge des patients, quoi. Et C'est encore, qu'il est, voilà. Plus particulière. Elle est plus particulière parce que c'est un peu comme le gendarme, c'est-à-dire que historiquement, la médecine du sport, c'est un petit peu ça. Vous n'avez peut-être pas encore appris, vous allez apprendre que, en tout cas en France, mais c'est vrai dans d'autres éléments, le sportif, le médecin du sport, il le voit forcément d'un œil biaisé parce que c'est potentiellement le professionnel de santé qui a une épée de Damoclès et qui lui dit non, je te contre-indique pour aller faire la compétition, pour aller aux Jeux Olympiques à Paris, parce que ton état de santé, j'estime qu'il n'est pas compatible avec. Donc, sachant que la base de la relation potentiellement c'est celle-là, le sportif il va pouvoir aussi cacher, masquer, et comme on n'est pas magicien en tant que médecin, hein, je veux dire, si c'est des petites lésions à minima ou petites lésions cardiaques ou des choses comme ça ne transparaît pas, c'est pas écrit sur le front du patient. Et donc même si on fait des investigations, même si on fait des choses, on peut passer à côté des choses à côté desquelles on ne serait pas passé si le patient ne nous avait pas dit oui, mais voilà, l'interrogatoire, l'élément clé de l'interrogatoire. Donc cette confiance-là, il faut la gagner parce que sinon, effectivement, on peut passer à côté de choses et puis après, ça peut donner, fort heureusement rarement, mais ça peut donner quand même des catastrophes. Donc la relation, elle est quand même encore un petit peu particulière parce qu'il y a potentiellement c'est des effets collatéraux qui peuvent être néfastes pour le sportif à titre perso et dans sa carrière sportive, quoi. Donc ça, c'est important. Bien sûr. Après, je pense que le grand sportif, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est s'écouter pour faire vraiment une grande carrière et éviter le plus les blessures. Je pense que ça va être de s'écouter. Est-ce que vous aurez des... Certains oui, mais pas tous. Ah oui, ça, c'est vrai pour le haut du panier. Puis vous avez tout le peloton du milieu là, qui n'est pas encore dans la lumière, mais qui pourrait y aller, okay. mais qui peut en disparaître complètement. Donc celui-là, s'il a une petite blessure, peut-être qu'il ne va pas en parler.
en se disant bah, si je dis que j'ai une blessure, on va peut-être me faire un petit arrêt et du coup je vais pas pouvoir participer à la prochaine compétition qui elle-même va pouvoir me faire. Donc c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est vrai que C'est pas aussi simple que ça. Parce que c'est quand même c'est comme la montagne, c'est un environnement hostile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est la loi du meilleur, donc forcément il y a toujours des gagnants et puis il y a toujours des perdants. Donc c'est pas aussi simple que ça et de temps en temps il peut y avoir quand même des effets de bord qui sont dommageables pour le patient. Et comme nous en tant que médecins, on n'est pas là pour prôner la performance, on est là pour l'accompagnement de la santé des sportifs. Donc on n'est pas des entraîneurs, on n'est pas des coachs sportifs, on n'est pas des préparateurs voilà, physiques. On est là pour soigner, pour préserver, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, hein, on fait de la prévention aussi, on est là pour préserver la santé des sportifs. Ou en tout cas pour accompagner l'état de santé du sportif jusqu'à une zone grise, un moment ou un autre, qu'on met là où on a décidé de la mettre avec le patient. Ouais, c'est tout un rôle à avoir et à prendre, c'est vrai. Ok, ça marche. Ben, vous avez pu aborder tout à l'heure, du coup, je reviens sur ma question, que vous étiez à Wuhan, Ouais. peut-être, la prononciation. Moi, j'ai vu aussi que vous aviez eu une expérience d'1 an en Suisse, à Ouais. Lausanne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Comment cela a vu le jour? Que vous a apporté cette expérience? Et même, du coup, après, dans un plus large spectre, nous parler des expériences que vous avez pu avoir à l'étranger et les points positifs et négatifs par rapport à la France, parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas encore vu ce côté-là. Alors, Lausanne, la Suisse, parce qu'en fait, dans le cursus pompeux de professeurs des universités, praticiens hospitaliers, il y a des figures de style obligatoires. Et dans ces figures de style obligatoires, il y a une mobilité à l'étranger. Enfin, pas forcément à l'étranger, mais idéalement à l'étranger. Donc, une fois qu'on en est là, mais c'est comme quand on arrive en P1, on se dit, ah ben chic, je vais aller en Australie, je vais aller au Canada. Puis ensuite, il y a la réalité économique et personnelle qui fait que c'est pas aussi simple que ça à organiser. Parce que ça coûte de l'argent, parce que ça implique des séparations avec un... Voilà. Et donc du coup, il y avait la Suisse, parce que l'idée après, c'est d'aller dans un laboratoire ou dans une équipe de recherche de top niveau. Et donc, bah, voilà, vous prenez votre map monde, vous regardez dans vos thématiques de recherche, l'hypoxie, l'altitude, l'entraînement en altitude, puis vous regardez où est-ce que vous pouvez atterrir de façon raisonnable. Et donc, en fait, à Lausanne, il y a l'issue de l'Institut des sciences du sport, qui était à l'époque dirigé par celui qui m'a accompagné, qui s'appelle le professeur Grégoire Millet, qui est quelqu'un issu des facultés des sports, STAPS, et qui est un peu révolutionné ou qui a énormément publié, fait de recherche sur tout ce qui est séquence d'entraînement en hypoxie pour améliorer les performances. Et donc moi, c'était une thématique qui m'intéressait beaucoup, qui faisait miroir à mon aspect médical, médecine de montagne. Et donc moi, ce que je voulais, c'était partir, mais pour faire autre chose. C'est-à-dire, je voulais plus voir de patients pendant un an. Enfin, l'idée, c'était de se dire, bon, la clinique, elle reviendra. Et vraiment de faire une année de recherche pour pouvoir me plonger là-dedans, produire de la recherche, voir d'autres équipes de recherche, comment elles fonctionnaient. Et c'est vrai que la Suisse, même si elle est francophone à Lausanne, elle est quand même très internationale. Donc je me suis retrouvé dans un gros labo où la langue, c'était l'anglais. Donc voilà, on a fait énormément de recherches avec la Slovénie, en haut du Mont Blanc. Enfin, on a fait des choses pas possibles. Et donc c'est une vraie opportunité de pouvoir faire ça. Ça permet de voir comment les choses fonctionnent à côté, ça permet de casser une forme de monotonie. Et en fait, en vrai, ça devrait être obligatoire pour tout médecin ou pour toute profession de voir un petit peu comment ça se passe à côté. Donc c'est hyper enrichissant le D-Day, l'année où vous faites ça. Et ensuite, il reste forcément des traces de tout ça. Donc c'est des partenariats qui restent et des collaborations peut-être à venir qui permettent justement de se dire... voilà, on n'est plus dans l'amphi le poids là. On prend un petit peu de hauteur sans jugement de valeur, mais ça permet de voir et de se confronter, de se dire qu'en fait tout ça, eh ben, on peut jouer vraiment collectif avec des gens de toutes parts, quoi. Voilà. Donc, ça c'est quand même, je trouve, hyper intéressant. C'est quand même vraiment hyper intéressant. Et effectivement, quand on le fait en amont, on se dit ah ça va être compliqué, faut. Enfin voilà, quand moi je suis parti, je sais plus en quelle année, mais enfin on a déjà une famille, on a déjà une... Donc il faut tout lâcher, entre guillemets, il faut repartir autre chose, on redevient étudiant dans un... Enfin voilà, donc, et c'est très bien d'être étudiant, mais voilà, et quelque part c'est hyper intéressant parce qu'on se dit ah bah oui effectivement il y a plein de belles choses à faire de ce côté-là, quoi. Voilà. Donc, c'est une balance, quoi. Okay. Et les points positifs du coup que vous avez pu voir à l'étranger et au contraire, enfin, par rapport, je sais qu'en France quand même on est plutôt bien loti niveau santé, mais est-ce que vous avez pu voir qui marchait un peu mieux et au contraire ce qui marchait un peu moins bien Alors moi je suis parti, mais c'est vrai dans beaucoup de pays hein, globalement. En tout cas je trouve, mon analyse subjective, c'est que j'ai jamais été, je prends l'exemple de la Suisse, c'est un secret pour personne, c'est un pays riche. Donc c'est sûr que financièrement c'était, pas parce que j'étais payé, parce que je n'étais pas payé, mais c'est sûr que la logistique de travail c'était quand même très confortable, ils ont tout le matériel, il n'y a aucun problème d'accès aux soins, enfin ça passait très bien. Après, là je reviens de Chine, ils ont
pas beaucoup de problèmes d'argent non plus. D'accord? Donc ils ont des structures qui sont vraiment top. Après, c'est vrai que j'ai pas été impressionné par leur capacité de travailler. Je m'explique. Ils sont nombreux, ils travaillent tous, mais ils travaillent tous bien. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est confortable parce que chacun fait son boulot. Et Et en fait, effectivement, un peu comme... alors sans vous raconter ma vie, mais moi j'ai la nationalité allemande aussi. Bon bref, si vous allez en Allemagne, si vous quittez votre poste d'externe l'année prochaine à 20 heures, bah, vous serez mal vu. Parce qu'on va vous dire, si vous sortez à 20 heures, c'est que vous n'êtes pas organisé, que vous ne savez pas bien travailler, donc c'est pas bien. Vous devez sortir à 18h30. Je sais pas quelle heure Ah, vous ok, sortez. ouais. Ok. D'accord. Bah, c'est un petit peu ça. En France, entre guillemets, il y a aussi un peu la course à si je suis en retard, c'est que je travaille beaucoup. Bon, attention, je suis quelqu'un d'important. Donc voilà. Donc c'est ça. Et c'est vrai que j'ai pas été impressionné par leur capacité de travail. Et à l'inverse, en France, des fois, on est peut-être un petit peu moins bien loti en termes. Voilà, c'est compliqué des fois, hein, Ouais, bien sûr. les structures pour avoir du matériel. Et par contre, c'est vrai que voilà, ceux qui bossent, je pense qu'ils bossent énormément, ils bossent beaucoup plus, souvent même beaucoup mieux que plein d'autres personnes. Mais sauf que comme Ouais. tout le monde ne travaille pas, Il y a pas ou en de- tout cas, ben, il y en a qui travaillent pour d'autres. Et moi, j'aime bien, je sais pas si c'est de moi, mais c'est vrai c'est vrai qu'on arrive à faire des super choses en France avec de la pâte à modeler. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même des jouets qui sont vraiment rudimentaires et on arrive à faire des super choses. Donc je pense que c'est à entretenir et on a vraiment quelque chose de particulier. Mais c'est vrai que ça a aussi ses limites, quoi. Ouais, Ça a ouais. aussi ses limites. Voilà. Donc, voilà. Sur la pression, sur. Ouais, Il y en a ouais. plus, du coup, ça c'est sûr. Exactement, exactement. Ouais. Donc voilà, et puis après, c'est vrai qu'en France, on a cette double casquette de médecin et chercheur. Et en fait, ça vous permet de vous rendre compte quand vous allez à l'international que bien souvent, en fait, vous, quand vous êtes hospitalo-universitaire en France, vous devez vous bagarrer, entre guillemets, dans le bon sens du terme, avec des médecins qui sont médecins temps plein, à Harvard, à Shanghai, d'accord? Et en plus de ça, vous devez vous battre avec des chercheurs qui font que de la recherche à temps plein. Et en fait, on se rend compte qu'en ayant, il n'y a que 24 heures dans la journée, il n'y en a pas 48, hein, d'accord? Sauf que du coup, vous jouez seul contre deux, en fait, à chaque fois. Et on y arrive quand même pas si mal que ça. Mais par contre, c'est sûr que ça a ses limites aussi, quoi. Ça a ses limites aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai pas de. Il y a du bon, comme vous l'avez dit, il y a du bon et du moins bon de chaque côté. Idéalement, si on arrivait à prendre le bon de tout le monde et de le faire fleurir en France, ça serait génial. Si c'était aussi simple que ça, on l'aurait fait déjà. C'est vrai. Non, mais je vous rejoins totalement en tout cas sur l'expérience à l'étranger. Et c'est vrai que je trouve qu'elle est vraiment importante, même pour voilà, le fait de voir comment ça se passe autre part, prendre le bon et le moins bon. Et je trouve que, ben, bien sûr. C'est d'ailleurs étonnant. Enfin, voilà, je pense que vous avez aussi des amis, mais enfin voilà, les études elles sont très longues, ça devrait être obligatoire, quoi. L'Erasmus, ça devrait pas être en option, c'est-à-dire que l'année césure ne devrait pas être en option, ça devrait être obligatoire. Vous allez en école de commerce, vous allez n'importe où, c'est quasiment obligatoire. Si vous le faites pas, vous êtes tout à la fin de la promo. C'est pas pour embêter les gens, c'est parce que ça offre une ouverture d'esprit. Enfin, vous revenez changer de ça. Ben oui, bien sûr. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est mon intime conviction, ouais. Ouais, je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord. Et est-ce que vous êtes parti, donc vous êtes parti en Suisse, là vous êtes revenu de la Chine, Ouais. est-ce que vous êtes parti autre part? Bah après, j'ai pas vous faire le compte de tous les endroits où je suis parti. Non, après, c'est vrai que la Suisse, c'était un an temps plein parce que c'était ma mobilité, j'avais décidé de la faire là. Après, Wuhan, la Chine, c'est parce que historiquement, vous le savez, l'Université de Lorraine et l'hôpital de Nancy a un partenariat. Il y a une filière sino-française hein, qui va bientôt fêter ses 25 ans. Donc, il y a cette culture et cette tradition où on vient faire des cours à des étudiants chinois en langue française sur site. Donc, c'est des partenariats réguliers qui ont été mis entre parenthèses pour ce qu'on sait. Et puis après, bah, ça dépend des thématiques, mais voilà, après, vous savez que après, en fonction de votre spécialité, mais quelle que soit votre spécialité, en fait, les congrès européens ou internationaux sont bah, dans toute l'Europe, Canada, États-Unis, enfin, c'est des choses, alors on n'y va pas tous les ans, mais c'est des endroits dans lesquels on va régulièrement. Et là aussi, même si c'est une contrainte de partir à chaque fois, en tout cas à titre personnel, c'est vrai que c'est quand même une logistique. Quand on en revient, on est toujours content de l'avoir fait, je trouve. J'imagine. Voilà. Et est-ce C'est qu'il y a un surtout pays ça. qui vous a marqué en particulier dans tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent? Ça, au niveau de la santé, au niveau des personnes rencontrées, au niveau de votre ressenti, la qualité de vie? Non, bah après, je pense que le système nord-américain, ou en tout cas américain, est quand même très très particulier. Euh, et je pense que c'est intellectuellement très intéressant de voir ce qu'ils font, sans le cautionner. Hein. Ouais, Mais c'est vrai que c'est quand même, quand on revient en France, on se dit, mais quel beau système de santé on a, quoi. Hmm. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas vu autre chose,
On peut se dire oui, mais on n'a pas accès aux médecins en France, enfin, tout le laïus auquel je partage sur certains points. Mais c'est vrai que des fois, on ne se rend pas forcément compte aussi, sans voir tout en rose et sans être un bisounours, mais de la chance du système qu'on a mis en place. Je ne sais pas s'il va pouvoir tenir très longtemps, mais peu importe. Et c'est là qu'on se dit, parce que si on franchit le Rubicon à un moment ou à un autre, alors là, ça va faire mal, parce qu'effectivement, si vous basculez dans un système autre, où là, effectivement, personne ne pourra plus soigner, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça. Et donc ça, c'est vrai que de le voir en vrai, de voir les chiffres, les montants des additions, ou en tout cas des factures qui sont envoyées, de voir comment les gens ils laissent des plumes au sens financier du terme pour sauver leur peau au sens santé du terme. Alors c'est un système, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Moi, je ne le partage pas, mais je peux comprendre que collectivement, un pays puisse s'orienter là-dessus. Mais c'est sûr que c'est pas du tout dans notre ADN. Et donc c'est vrai que ça surprend. Et de se confronter à un système qui est aussi à l'opposé, autant à l'opposé, je pense que c'est hyper challenging intellectuellement. Et quand on revient, on a plein d'autres bonnes idées en se disant ouh là, attends, ça c'est important, ça c'est pas important. Et ça permet de revoir les choses, quoi. Je trouve. C'est vraiment tirer du positif et puis essayer de les mettre dans notre pratique. C'est Ouais. Non, c'est vrai. Vous avez parlé du coup un peu du côté recherche. On a pu voir que vous aviez plus de 100 publications dans des revues à comité de lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler de celle qui vous tient le plus à cœur, celle sur laquelle vous avez passé le plus de temps Ouais. Voilà. Alors après, c'est vrai que les publications, déjà peut-être en préambule, c'est vrai que ça fait partie de ces figures de style imposées dans le cursus. C'est un bon exercice, donc là aussi, moi j'invite les gens à s'y frotter, que ce soit au moment de passer un CIRT, que ce soit au moment de faire un master si ça se profile, et au moment de la thèse, bien évidemment. Et après, effectivement, on y met beaucoup au début. C'est pas facile, c'est rugueux, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Voilà, après, les papiers que j'aime bien, alors souvent dans ces histoires-là, sans faire pleurer dans les chaumières, les papiers qu'on aime bien, c'est ceux pour lesquels on y a mis beaucoup. C'est pas forcément les papiers les plus lus, c'est pas forcément les meilleurs papiers au sens factuel du terme ou académique du terme, mais c'est des papiers pour lesquels on a eu, voilà. Donc moi, les papiers que j'aime bien, c'est des papiers, voilà, c'est des papiers de physiologie fondamentale. On a une thématique de recherche sur les réflexes de toux à l'effort sur un modèle de lapin anesthésié. Il y a deux papiers auxquels je pense, sur lesquels effectivement il y a eu un vrai compagnonnage avec justement la transmission, c'est pour ça qu'on est là aussi, avec des internes, en l'occurrence des internes de chez nous, des internes de pneumo, qui ont accepté de faire une année césure pour faire leur M2, et on a tout fait du début à la fin, il y a eu vraiment ce compagnonnage, c'était les astreintes animalières le week-end, et en fait c'est plus le relationnel lié à la production académique que le papier en tant que tel, mais du coup à la fin on est content. Donc voilà, donc il y a ces deux papiers-là. Et plus récemment, voilà, moi je suis très investi dans l'escrime, voilà. C'est vrai que un des derniers papiers qu'on a publié sur Solution Riposte, donc un programme d'escrime adapté, de savoir adapter dans le cancer du sein, voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose d'hyper affectif pour moi. Je suis convaincu de ça, et c'est vrai que ça a été un long process pour pouvoir faire une recherche académique là-dessus, montrer qu'il y avait des effets positifs pour les femmes qui ont un cancer du sein. Et du coup, de pouvoir le proposer et de le faire passer dans des revues, comme vous l'avez dit, à comité de lecture, c'est que, voilà, après, c'est worldwide, c'est-à-dire que n'importe qui sur la planète peut accéder à ça. Et avec presque une petite fierté de se dire, voilà, ça, on a terminé un dossier, c'est un très beau dossier, c'est très subjectif ce que je dis, mais du coup, celui-là me fait plaisir, ouais. Celui-là me fait plaisir. Ça a un impact, ouais, bien sûr. pour une cause aussi importante que le cancer. Donc non, je suis d'accord. C'est vrai qu'avoir un impact sur la qualité de vie et même sur... du coup, la solution riposte, c'est plutôt pour le poste ou c'est même pendant la... Ah, très bonne question. C'est idéalement 4 semaines après la chirurgie. Dans le papier, c'est ce qu'on montre en fait. C'est qu'en fait, la question c'était... Vous n'avez peut-être pas connu ça, mais moi, quand j'étais petit, quand on était malade, la première chose qui se passait, c'était qu'on était contre-indiqué au sport à l'école. Vous étiez asthmatique, vous étiez contre-indiqué, vous faisiez un... Oui. La femme enceinte, qui n'est pas malade, la femme enceinte, surtout qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle reste gentiment à la maison. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et donc, en fait, dans le cancer, on se dit, attention, c'est une maladie grave, ça peut faire peur, ça fait mal, ça fatigue. Est-ce qu'il ne faut pas attendre gentiment qu'elle soit guérie pour leur faire... Et en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. L'idée, ce qu'on a montré, c'est que, en fait, le plus tôt vous commencez, le meilleur c'est. Et donc, en fait, on avait comparé deux groupes. Et en fait, c'est le groupe qui commence 4 semaines après la chirurgie, par rapport à celui qui commence 3 mois plus tard, qui a le plus de bénéfices. Donc, le message, c'est celui-là. C'est, en fait, non, mesdames, 1 mois après la chirurgie, il faut y aller. Voilà. On va vous aider, mais il faut y aller. Il ne faut pas attendre je ne sais quoi, il faut y aller. Donc, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, du coup... forcément, les patientes, après la chirurgie, certaines, elles font pendant leur cure de chimiothérapie, de radiothérapie, mais c'est précisément ça qu'on souhaite. Ok, c'est beau, parce que ça peut aider, donc ouais. je
Je comprends que ça me tienne autant à cœur. C'est vrai qu'en plus, j'en avais entendu parler pendant ma première année, Solution Riposte, Oui. puisque je crois que vous en avez parlé à ce moment-là. Et c'est très drôle parce que ça m'est vraiment resté. Je sais pas comment, mais c'est un truc qui m'avait vraiment resté dans la tête et je m'étais dit que c'était vraiment un super projet et que j'avais pas entendu ça ailleurs en fait. Proposer des solutions comme ça, un peu novateurs et révolutionnaires pour du coup les personnes, donc les femmes atteintes de cancer du sein justement, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, mais que ça soit voilà, prouvé, montré, amené, etc. Enfin, j'avais trouvé ça super intéressant et des fois je le cite comme ça à des personnes parce que c'est vrai, ça m'avait marqué, donc on voulait en parler juste après, mais du coup, effectivement, vous avez parlé tout seul. Exactement. Donc ça, c'est super. Moi, je voulais juste revenir sur un petit truc. Quand vous avez parlé, vous avez commencé à évoquer la sorte de légitimité qu'on pourrait ne pas avoir, entre guillemets, entre un médecin qui est full médecin et un chercheur, pardon, qui est full chercheur. Moi, je voulais voir un petit peu comment vous arrivez à manier les deux, à trouver votre légitimité, à trouver l'intérêt aussi, la motivation. Peut-être qu'on peut se dire, un chercheur peut le faire aussi. Enfin, comment est-ce que vous arrivez à manier tout ça? Bah, c'est un peu la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut être un désavantage parce que vous êtes tout seul avec moitié chercheur, moitié médecin contre des gens qui sont full. Et d'un autre côté, la plus-value, ça c'est si je vois le verre à moitié vide, et si je vois le verre à moitié plein, c'est que en fait la clinique, mon métier de médecin, enfin notre métier de médecin, fait que les questions de recherche, c'est les patients qui nous les donnent en fait. Ouais, mais moi j'ai mal là, moi j'ai fait tel traitement, tac tac, ça va pas. Donc en fait les questions, c'est que nous on peut que se poser des bonnes questions parce qu'elles viennent des patients, donc on les a pas inventées quoi. C'est-à-dire que c'est des questions qui viennent du terrain, donc elles sont par essence légitimes. Et donc ces questions-là qui nous remontent, notre pratique quotidienne, tiens c'est quand même étonnant, on a fait ça, et puis on trouve qu'il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter? Donc ça vient là, et comme du coup on a cette double casquette, donc là si je vois le verre à moitié plein, on se dit, chic, j'ai une très bonne question du terrain, d'accord? Maintenant je vais l'évaluer de façon académique, en mode recherche, et je vais justement me poser pour faire un petit peu tout ça, d'accord? Donc ça c'est l'intérêt, je ne dis pas que quand on n'est que chercheur, on se pose que des mauvaises questions, hein. Mais en tout cas, nous, ça permet aussi d'avoir ça et de faire cette passerelle-là. Et puis en vrai, c'est relativement sympa parce qu'on se dit, tiens, quand on va à l'hôpital et qu'on consulte, ça va alimenter notre recherche. Et puis notre recherche va permettre de répondre aux interrogations des patients. Donc ça, c'est quand même relativement sympa. Plutôt que de dire, tiens, j'ai une question du terrain, je vais demander à telle équipe de recherche qui va me faire un protocole, voilà, et ensuite qui va me donner la réponse, voilà. Donc ça permet justement de se challenger en permanence. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'il faut s'organiser. Et là, c'est la limite de l'exercice parce que voilà, la recherche, c'est quelque chose d'assez chronophage, ça répond à plein de règles qui sont très bien, mais qui sont lourdes. Et donc, du coup, c'est le temps, quoi. Là, c'est le temps, quoi. C'est ça le plus compliqué, quoi. Le temps, c'est vraiment une denrée rare, Ouais. très importante. Et j'aimerais revenir sur quelque chose. Vous êtes aussi président de la commission médicale de groupement, du GHT, Groupement Hospitalier de Territoire du Sud-Lorraine. Ouais. J'imagine que c'est quand même important. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire quelles sont vos missions, les enjeux de votre poste? Ouais. Alors, la commission médicale groupement, c'est le pendant de la CME à l'échelle territoriale. Les territoires sont divisés en groupements hospitaliers de territoire, peu importe. Le GHT duquel je m'occupe, c'est tout simplement l'ensemble de la communauté médicale des médecins à hôpital public, j'entends. De 11 établissements, le CHU, ça va être Lunéville, ça va être Toul, ça va être Pont-à-Mousson, ça va être Dieu, ça va être Commercy, ça va être le CPN de Ravenel, enfin tout ça. Et donc du coup, là aussi, il faut faire vivre. Et puis il n'y a pas que Nancy, il n'y a pas que le CHU de Nancy, hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans les territoires et on se doit de leur offrir les justes soins aux bons endroits. Et donc, voilà, c'est d'animer un petit peu tout ça. C'est d'incarner le territoire. Je ne sais pas d'où vous venez, mais voilà, on peut pas. Il n'y a pas que les Nancéens qui ont le droit à la santé. Et puis, il est hors de question de faire venir par voiture, par ambulance, tout le monde à Nancy. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut peupler le territoire. Il faut maintenir une offre de soins gradée, graduée, pertinente sur le territoire. Et donc, voilà, moi, je suis assez convaincu de ça aussi. Pareil, je pense que c'est important. Et alors, moi, c'est un peu le bémol. Vous savez que comme j'y crois, j'ai envie de faire. Et je pense que une fois qu'on progresse en maturité ou en âge, prendre ces fonctions-là, ça permet aussi à un moment ou à un autre de se dire, si je peux être acteur et si je peux faire prendre un petit virage au gros bateau hôpital, c'est à cet endroit-là que ça se passe en fait. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive, attention. Non, oui. Mais ça veut dire que si vous ne le tentez pas à ce moment-là, c'est pas la peine de râler, c'est pas la peine de pleurer en disant oui mais il n'y a plus de médecin, je sais pas où, à Toulouse, je ne sais quoi. Ok, maintenant il faut y aller, on y va. Ce poste-là permet en théorie de le faire ou réglementairement de le faire. Vas-y et puis on voit.
puis si après on y arrive, on est un peu content, pas pour nous, hein, on est content pour les patients. Et puis on n'y arrive pas, on aura tenté, quoi. Mais plutôt que de râler et d'être passif, moi il n'y a rien de plus qui m'insupporte que d'être spectateur de ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaye modestement de faire. C'est important d'être acteur. Ouais, Je trouve, ouais. J'aime bien faire et je trouve que c'est super important. Voilà, si quelque chose nous gêne ou quoi, il faut essayer de directement y répondre. Et c'est ça l'intérêt au bout d'un moment, là vous êtes acteur de quelque chose, donc je vous en félicite. Et c'est vrai qu'au fil de l'eau, les opportunités pas opportunistes au sens, ah bah tiens, c'est bien, c'est un bon poste, c'est machin ou quoi. Non, c'est de se dire, tiens, là tu as la possibilité de faire changer les lignes, ou de faire bouger les lignes, beaucoup, pas beaucoup, peu importe. Si tu n'aimes pas la tête de la ligne, c'est à cet endroit-là qu'il faut faire. Voilà. Donc moi je pense que c'est des belles opportunités qui s'offrent, et donc je pense que c'est aussi être responsable que de les saisir, plutôt que de systématiquement dire les cours à la faculté sont nuls, et compagnie. C'est pas le moment. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà. Après, effectivement, de devenir acteur, c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu de courage, ok. Mais par contre, on revient sur il faut du temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que Voilà. j'avais fait le Donc, parallèle. faut effectivement. Et du coup, le territoire, faut l'incarner. Demain, toute la journée, je suis au CPN à Laxou. Alors, vous allez me dire, Laxou-Nancy, c'est pas très loin, je m'en sors bien. Mais la fois d'avant, c'est d'aller à Commercy. La fois d'avant, c'est à Dieuze. Donc, il y a les temps de trajet, mais ça permet aussi de se mettre à la place des gens, quoi. C'est-à-dire que, oui, il y a de la route. Est-ce que c'est une contrainte? Oui, non. Il y a le coût financier du trajet, il y a tout ça. Qu'est-ce qui reste sur place? Puis en fait, il y a des belles choses qui se passent aussi là-dessus. Donc voilà, c'est pas, il y a des endroits qui sont compliqués, mais il y a des endroits où il se passe plein de belles choses. Donc voilà, on ne peut pas en avoir conscience si on n'y va pas et si on n'aide pas un petit peu ces gens-là, quoi. Sans donner des leçons, attention, ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, hein. Et dans l'autre sens, de les faire venir. Souvent, ce qui se passe, si je prends cet exemple-là du territoire, le CHU, c'est un budget d'1 milliard d'euros, c'est 10 000 agents, donc c'est perçu comme quelque chose de très gros, ce qui est vrai. Donc c'est sûr que quand vous débarquez dans un petit hôpital de type Dieuze, où il y a 40 lits, ils vous regardent et puis ils vous disent, mais enfin voilà, c'est quand même, qu'est-ce que vous nous voulez? On véhicule une image de prédation, ce qui est légitime, hein, on a toujours peur de... Voilà. Et en fait, quand on y va une fois, quand on y va deux fois, quand on y va trois fois, ils se disent, bah oui, en fait, ils sont comme nous, ils ont aussi des difficultés. Les fins de mois sont difficiles pour l'hôpital des deux côtés. Ce qu'on aime bien faire, ce que j'aime bien faire, c'est les faire venir aussi pour leur rendre compte, mais vous ne nous croyez pas, mais si, nous aussi, on a des belles choses et des moins belles choses. Et ils disent, ah bah oui, mais en fait, c'est pareil que chez nous. Et oui, en fait, Dieuze, 40 lits, c'est pareil que chez nous, CHU de Nancy, 1400 lits sur plein de points. Et donc, une fois qu'on a déjà ça, voilà, Ça aide. c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Les étudiants chinois, ils sont pas foncièrement différents de nos étudiants français, par exemple, Oui. sur plein d'aspects. Ouais, c'est vrai. Donc, en ça, c'est intéressant. Oui. Alors qu'on va se dire, on n'arrive pas à communiquer déjà. En fait, il y a plein de choses qui se ressemblent. Ouais. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai pu faire du coup un new master c'était en méthodologie de la recherche médicale et chirurgicale l'an dernier. Et il y avait des étudiants chinois d'ailleurs Ouais. qui faisaient du coup ce new master. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils sont étudiants en médecine comme nous. Exactement. Ils ont la même passion, mais après ils ont les mêmes difficultés. Ouais. Bon, je sais que par contre, ils ont un bien meilleur anglais que nous, mais enfin moi en tout cas personnellement, mais c'est ça, ils avaient les mêmes difficultés, les mêmes questions. Des fois, Ouais. ils pensaient aux mêmes choses que nous. La même pression sur les examens, les mêmes conditions, enfin les mêmes conditions, des problématiques de questions de logement étudiant. Enfin, voilà, tout ça, ils ont aussi en fait. Bien sûr. Donc quelque part, c'est intéressant de se dire, et c'est toujours quelque part aussi un peu rassurant de se dire, ouais, en fait, voilà. C'est pareil. Et si on est beaucoup plus à en avoir bien conscience, si on doit travailler ensemble sur un sujet, autant travailler collectivement dessus, quoi. Enfin, moi, c'est un peu l'idée, quoi. Après, Super, je suis totalement d'accord. Moi, j'aimerais juste revenir sur un aspect un petit peu. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes confronté quotidiennement ou pas à des situations de stress? Est-ce que vous êtes stressé de manière générale en tant Non. que médecin? alors, je pense pas être très représentatif, mais c'est mon naturel. J'ai pas un naturel ou un caractère très stressé. Euh, mais parce qu'il y a des grands, il y a des petits, voilà, il y a ça. Moi, j'ai pas un naturel stressé. Alors, est-ce que c'est de l'inné, est-ce que c'est de l'acquis? Je sais pas. Sans tout ramener au sport, voilà, moi j'étais depuis tout petit sportif, très compète, donc très tôt. Moi, ce qui me stressait le plus quand j'étais petit, c'était pas d'aller à l'école ou de passer le bac ou de passer le machin. Moi, c'était les poules dans les compétitions d'escrime où j'avais le nœud dans le ventre. Mais j'ai toujours eu plus de nœuds dans le ventre avant une compétition d'escrime qu'en passant mon concours de ce que tout voulait, quoi. Donc j'y étais confronté très régulièrement, mais c'était pas que du négatif, hein. Donc, voilà. Donc ce qui fait que après dans le reste, je l'étais un petit peu moins dans la vie professionnelle. Et après, c'est des manières de faire, c'est-à-dire j'ai un naturel pas
voilà, je suis pas d'un caractère très stressé parce que voilà, je pense avoir une capacité à prendre énormément de recul, quoi. Là, je reviens de Chine, j'ai envie de vous dire, enfin, niveau stress, je veux dire, il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus graves qui se passent là-bas par rapport à ici. Ça vous aide à prendre quand même un tout petit peu de recul en se disant, waouh, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que ça vaut le coup d'être stressé pour ça? Euh, Parce que la contrariété, parce que ceci, parce que cela, voilà. Mais après, je conçois que, voilà. Après, j'ai loupé mon vol entre Pékin et Wuhan. Je parle pas chinois. Les Chinois ne parlent pas si bien anglais que ça, ou en tout cas, moi, la personne que j'ai eue, ouais, pendant 3 heures, quand vous savez pas où vous allez aller dans une capitale comme ça, que vous êtes tout seul, bon, c'est pas le meilleur moment de votre journée, quoi. Bon, et après, voilà, ça passe. Voilà. Mais c'est vrai que l'environnement est potentiellement hyper, ouais, et voilà. Mais je pense que ça se travaille, ça aussi. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi, je voulais parler du sport de base. Donc, vous étiez quelqu'un de très sportif. Donc, vous avez parlé, effectivement, bon, on a parlé de l'alpinisme un peu, on a parlé de l'escrime. Est-ce que vous avez fait d'autres choses ou dans Non. ces... Moi, dans ces... je suis comme beaucoup d'hommes, XY, je suis monotache. Je ne suis pas capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc moi, je suis tombé dans la marmite de l'escrime comme Obélix, et j'ai toujours fait que ça. Ah, Donc voilà. Après, voilà, quand à la fac, il fallait faire des foot, des tennis, voilà, je faisais, mais c'est vrai que mon sport, ça a toujours été que ça, ouais. Ça a toujours été que ça. Euh, voilà, ça a toujours été que ça, ouais. et vous êtes monté du coup en compétition, etc. Bah, moi j'étais escrimeur, ouais, j'étais escrimeur de haut niveau. C'est pour ça qu'après, voilà, j'ai longtemps hésité entre deux trucs. Et après, bah, là aussi, c'est une forme de renoncement, mais la vie, c'est ça aussi, c'est que après, il y a des choix à faire, et le choix de la raison de faire des études de médecine, ou le choix de la passion, parce que la passion, vous posiez la question de la passion, moi, quand j'ai passé mon bac, voilà, je rêvais d'être à Paris 2024, quoi. Ah, Bon, ouais. c'était un peu tard, mais voilà. Mais sauf que vous avez aucune garantie là-dedans. Vous n'en avez pas plus en médecine, vous me direz, mais enfin un peu plus quand même. Donc bah voilà, et puis après on fait des choix, quoi. Mais voilà, donc du coup c'est ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que mais l'escrime, c'est un sport où je pense que la rémunération, si je vais sur ce terrain, je suis désolé, Non, non, mais est il n'y a pas de tabou. différente. Par exemple, les footballeurs ou les Ouais, basketteurs, quoi. Donc c'est vrai que bah c'est pas un sport professionnel, c'est ça. Il faut être médaillé d'or au JO c'est ou ça. en tout cas dans le top 3 pour vraiment C'est vivre, ça. je pense, parce que sinon, Bah, et puis vivre après sans jugement de valeur, il y a voilà, à vivre, voilà, quand bien même vous avez une médaille olympique en France, c'est compliqué. enfin c'est publié, je crois que c'est 55 000 € d'ailleurs, Oui. c'est publié au journal officiel. Je veux dire, enfin, financièrement parlant, il vaut mieux être médecin quand même, hein. Ouais, Parce que vous n'avez aucune garantie d'être champion olympique, et puis dès que vous êtes blessé, que vous sautez, c'est fini, il d'accord? faut payer les coachs. Voilà, tout mais, ça, mais, mais voilà, mais bon, après voilà, c'est quand on a 18 ans, voilà, on a La passion. voilà, exactement. Et après, on a d'autres passions qui arrivent. Et puis, on peut lier, voilà, après, on fait d'autres choses, et puis on peut rester impliqué dans un sport passion d'une autre manière, par solution riposte, par des engagements au niveau de la fédération. Mais oui, voilà, en tout cas, c'est quelque chose d'important, et au-delà de ça, l'escrime, c'est mon sport, mais vous êtes du sport aussi. Enfin, n'importe quel sport, je trouve que c'est une belle école aussi. C'est une école de respect, c'est une école de mixité sociale. Alors, vous allez me dire que l'escrime, c'est peut-être pas le sport le plus mixte socialement parlant, j'en conviens, mais quand même. Et puis, bah, il y a des règles qu'il faut respecter, il y a un arbitre qu'il faut respecter, il y a un adversaire qu'on respecte, et ça ne nous empêche pas de nous bagarrer avec lui, en fait, hein, ou de se battre, mais dans le respect des règles. Donc, je trouve que c'est une belle école de la vie aussi. Et donc, ça, je pense, ça forge pas mal, ouais, Même pour les réflexes. C'est vrai. aussi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne pratique. Et bah, moi, je suis totalement d'accord avec ça, hein. J'ai fait du foot euh, durant ma jeunesse jusqu'à très tard, jusqu'à 17 ans environ. Et ouais, ça m'a aidé dans plein de choses. Mais, Travailler en équipe, apprendre des leçons, même toujours vouloir plus. Et en fait, ça, vraiment, je pense que le sport, toujours vouloir plus et toujours se surpasser, ben, on peut facilement le lier avec la médecine. ouais, ouais, Donc c'est un plus. Et c'est vrai que des fois, je parle avec des gens, des amis ou quoi, il y a souvent le sport qui revient. ouais, Parce bien que le sûr. sport et la compétitivité de la première année Ouais. aussi, elle rentre en jeu. Donc, Bah, la compétitivité et puis du coup la gestion du stress qui en découle. Donc c'est sûr que c'est une école de gestion de stress aussi. Et puis bah, il y a et par essence aussi, il y aura forcément des bons moments dans le sport et puis des moments où vous allez être mauvais, quoi. c'est ça. Puis vous allez passer à côté d'une compétition et faire un résultat où vous n'êtes pas content de vous. Donc après la question c'est vous remontez ou pas sur le cheval, quoi.
Et la vie, forcément, elle est faite de succès et forcément faite d'échecs. Heureusement d'ailleurs. Sinon, on serait tous, je pense, complètement fous. Et donc, et ben voilà, il y a des échecs quand on est jeune ado dans un sport. Il peut y avoir des échecs dans un cursus médical ou scolaire, parce que plein de choses, peu importe d'ailleurs. Puis dans la vie professionnelle, hein. Et en fait, c'est des écoles qui vous permettent aussi de se dire, ben voilà, ben, ça fait partie du jeu. Et puis, bah, du coup, en fait, le vrai, le vrai sujet, c'est comment est-ce que vous vous relevez, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Si, oui, Voilà. totalement d'accord. C'est ça, gérer la frustration. Je Ouais, pense c'est que- ça. C'est vrai que la gestion de l'échec, c'est super intéressant. Enfin, dès le départ, quand en plus on est jeune, tout petit, comme vous dites, on fait, voilà, bah, moi j'ai fait du piano, mais j'ai fait aussi plein d'autres, plein d'autres sports. Et c'est vrai que dès tout petit, quand on est confronté à ça, et quand on grandit avec, voilà, cette gestion de l'échec, la gestion de la réussite aussi. Bien sûr. Enfin, il y a plein d'aspects super intéressants qui s'allient aussi avec la médecine en réalité. Donc ça, c'est Exactement. Pas seulement de sport, les activités globalement, mais c'est vrai que le sport, en plus, C'est le ça. dépassement de soi, tout ça, Mm. c'est important. Moi, je suis d'accord. Moi, j'aimerais bien revenir sur un point que je trouve très important. Euh, L'évolution de la pratique médicale. J'allais y venir. Ah ben, C'est bien. je ferai la prochaine. Donc, je voulais savoir comment vous avez vu la pratique médicale évoluer depuis vos débuts. Quels sont, selon vous, les principaux changements ou progrès qui ont marqué ces dernières années en médecine du sport en particulier? Alors, bah déjà en médecine avant tout, enfin, moi la principale évolution, alors je ne sais pas si nous on est ces générations un peu charnières, j'ai l'impression que ça va de façon exponentielle. Nous on a quand même été éduqués, élevés dans un modèle que je qualifierais d'un peu paternaliste, avec ce que je vous disais tout à l'heure. Le bon étudiant, c'était l'étudiant qui terminait tard, qui comptait pas ses heures, qui était, enfin voilà, Dédié une à ça. serpillière quoi. Mm. Voilà, et donc ça, voilà, et c'était la règle admise, la règle commune. Et aujourd'hui, et je pense, même si sur certains aspects, ça en faire le vieux con, hein, ça peut avoir un aspect agaçant où des fois on se dit mince, on comprend pas parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans. Mais en fait, enfin vous, je vais vous mettre devant, mais on est toujours le plus jeune et le plus vieux de quelqu'un, hein, donc attention, vous êtes jeune pour le moment, mais ça va vous tomber dessus. Je pense que vous avez eu raison collectivement de vous battre dans le bon sens du terme pour que voilà, c'est pas un métier sacerdotal, médecine, c'est quand même un métier comme, enfin, et à la fois comme un autre et pas comme un autre, mais c'est pas parce qu'on travaille avec l'humain, qu'on soigne des gens, qu'on sauve des vies, si on veut faire un petit peu de sensationnel, que pour autant faut tout accepter, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, enfin, c'est quand même, avant d'être médecin, vous êtes un homme avec un grand H, hein, voilà. Et si vous n'êtes pas un bel homme, vous ne serez pas un bon médecin. Et effectivement, voilà, il y a eu tellement de dérives et il y en a encore, et je pense que vous faites bien. Et donc c'est pour ça que toute la logistique inhérente, c'est-à-dire le respect des horaires, le respect des repos de sécurité, le respect de la femme, et au-delà de la femme, le respect de l'étudiant, parce qu'en fait, peu importe, mais voilà. Parce qu'effectivement, c'est un système pyramidal, mais parce que c'est du compagnonnage et qu'effectivement, le savoir et le savoir, l'expérience, elle est, voilà, plus vous bossez, plus vous en savez, ce qui est à peu près, là, c'est pas incohérent. Mais quand même, de mettre une certaine limite, une certaine frontière, ça ne veut pas dire que vous lâchez tout à 18h30, 00, mais que c'est peut-être pas la peine d'aller jusqu'à 21h30, quoi. Je le dis, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, et je pense quand même que ça fera quelque part des meilleurs médecins, au sens aussi peut-être un petit peu plus humain, parce que le revers de la médaille de cet ancien système-là, et ce qu'on a pu connaître, hein, c'est que enfin, ce médecin-là qui ne comptait pas ses heures, et bon, moi je pense que je suis à la charnière des là, mais nos anciens, voilà, ils étaient peut-être excellents médecins, adorés par leurs patients, parce qu'ils étaient le jour, de nuit, machin. Après, ces médecins-là, ils n'étaient pas à la maison non plus. Donc après, dans cette balance-là, c'est quoi le plus important, quoi. Après, c'est une question de où est-ce que vous mettez l'important. Bien sûr. Mais après, la c'est ça. famille et même les activités et la vie sociale en dehors de l'hôpital, je pense que Ouais. c'est très très important. Et l'équilibre qu'il en ressort, parce que sinon, c'est schizophrénique, quoi. Vous pouvez pas, voilà. Donc ça, je pense que c'est plutôt une belle évolution. Et puis après, c'est sûr que c'est quand même plus confortable, j'imagine, d'être médecin en 2024 que d'être médecin dans les années 80, parce qu'on a quand même des outils technologiques qui sont quand même beaucoup plus avancés. Alors, avantage et inconvénient, c'est-à-dire qu'on est meilleur, on est plus précis, on va plus vite dans certains points. Après, l'inconvénient de tout ça, c'est que des fois, le neurone tourne un peu moins vite, quoi, parce que par facilité, on a l'habitude de dégainer tel examen complémentaire, telle imagerie, en oubliant de temps en temps la pertinence de ce qu'on prescrit, parce qu'on sait qu'on les a à disposition. Quand à l'époque, vous n'aviez pas d'échographe, d'IRM, il n'y avait pas de... Voilà, vous prenez l'humain,
et puis vous alliez faire votre examen clinique, et puis vous aviez intérêt à bien le faire, parce que sinon, voilà. Donc voilà, avantage, inconvénient. Et l'idée, je pense, c'est de réussir à garder le meilleur de tout ça, de s'appuyer sur des outils technologiques, tout ce qu'on veut, voilà, mais de ne pas oublier quand même, de pas oublier qu'effectivement, c'est un métier dans lequel on interroge et on examine les gens. Je pense que, en fait, en vrai, c'est les meilleurs moments, quoi. Euh, Au tout début du cursus, c'est vrai qu'on est un peu fasciné par toute la technologie, tout ça, la robotique et compagnie. Et puis à la fin, plus on prend en fait, en vrai, à l'interrogatoire, on a déjà quasiment 99% de ce qu'on voit parce qu'on sait le mener de façon pertinente. Mais c'est vrai que c'est moins sexy de dire j'ai fait un super interrogatoire que j'ai vu un petit truc à l'IRM fonctionnel à tel endroit du tronc cérébral qui fait que ça m'explique. Voilà. C'est vrai. Mais pour autant, voilà. Mais c'est normal. Donc ça, effectivement, c'est une évolution. Mais je pense que les fondamentaux sont là et continuent d'être là, quoi. Je pense, et je pense qu'il ne faut pas perdre ça. Et après, bah, bien évidemment, c'est sûr que demain, il y a peut-être des disciplines, je vous le disais tout à l'heure, qui vont disparaître parce qu'en fait, les machines feront mieux que nous, hein. Enfin, elles feront déjà mieux que nous. Par contre, voilà, je pense qu'il y a encore un peu de temps avant que la machine arrive à expliquer ou à annoncer de façon juste, de façon à propos, avec empathie à une personne, l'explication d'une maladie, l'annonce d'une maladie grave. Voilà. Mais bon, on verra de quoi demain est fait, quoi. Bien sûr. Et Non, c'est vrai. à votre avis, quels sont les défis? Parce que du coup, nous, j'espère qu'on le sera très rapidement, futurs médecins. Je vous le souhaite aussi. À votre avis, quels sont les défis auxquels on sera confronté dans cette évolution justement de la pratique, avec l'arrivée, bien entendu, de l'intelligence artificielle, de toutes les nouvelles avancées technologiques qu'il peut y avoir, même au niveau de la robotique, etc., que ce soit en chirurgie ou en médecine conventionnelle. Quels seront les défis, à votre avis, qu'on pourrait faire face? Moi, je pense que le défi que vous allez avoir et que je vais avoir, mais je, je, je suis, je nous souhaite bien du courage d'arriver à absorber la demande de soins, en fait. Donc, je me dis que de toute façon, on n'aura pas, c'est pas la peine de résister ou de lutter face à toutes ces technologies. Il faut juste être suffisamment intelligent et filou pour se les approprier, pour qu'elles nous servent réellement. Moi, je suis pas très inquiet. Je pense que des médecins, il y en aura toujours besoin. Vu l'explosion de la demande, et elle n'a pas fini, je pense, ça va être exponentiel cette demande. Humainement, si il n'y a que nous, on n'y arrivera pas à l'absorber. Donc, si on n'est pas armé d'un robot, d'une intelligence artificielle, de tout ce que vous voulez, enfin, on n'arrivera pas à répondre à la demande de soins de la population. Et donc moi je pense que sinon tout le monde, enfin, on n'y arrivera pas, il n'y aura pas suffisamment de soignants ou de médecins pour absorber la demande, la population vieillissante, enfin tous les trucs qu'on connaît par cœur. Ça va être quand même très très compliqué, quoi. On a une obligation de moyens, pas de résultats, mais comme les moyens sont là, voilà, il faut lire les images, il faut voir les patients. Et donc je pense que le virage il va être là. Et je pense qu'il va falloir l'accepter aussi, parce que c'est jamais rigolo de dire à un patient bah non, moi je suis plein, c'est pas avant 6 mois, donc faut être à l'aise avec ça, quoi, hein. Alors on peut ne rien en avoir à foutre, hein, en disant moi c'est pas mon problème, il est 18h30, j'ai 9 mois de délai, il attendra bien. C'est pas aussi simple que ça, je pense que pour la majorité des gens c'est pas aussi simple que ça. Et d'un autre côté, vous pouvez pas dire bah c'est pas grave, venez en plus, parce que là du coup vous allez ruiner votre propre santé, et une fois que vous serez en arrêt ou que vous serez complètement à la rue, bah, vous aurez rien gagné, parce que finalement pendant 15 jours vous aurez vu plus de patients, mais les 6 mois d'après vous en verrez pas, donc l'un dans l'autre, voilà. Donc il faut essayer de voir un peu à moyen terme ou à long terme, mais c'est jamais des choix faciles. C'est jamais des choix faciles de prioriser et d'absorber tout ça. Donc ouais, c'est pas facile, ouais, c'est pas facile. C'est vrai que c'est une dimension super intéressante que je n'avais même pas pensé, cette histoire donc voilà, de la population vieillissante, de l'augmentation de la demande aussi. Il va falloir pallier, donc du coup ces outils nous aideront beaucoup sur ce point-là. Tu parlais la dernière fois de paperasse, de trucs comme ça, ils peuvent essayer de s'en occuper déjà. La lecture d'images aussi, je pense que c'est super important. Donc c'est vrai que c'est une dimension que je n'avais pas du tout imaginée, quoi. Là, nous, on fait enfin après, des exemples, il y en a plein, nous, on les essaye, mais enfin, à l'hôpital, en tout cas, c'est que quand on voit un patient en consultation, on fait un compte-rendu. Donc, historiquement, il y avait des trucs que vous n'avez pas connus, des cassettes à bande, là. Bref, on dictait dans un magnétophone, on avait une cassette, on la donnait gentiment à la secrétaire, elle tapait, et puis voilà, bon, bref. Ensuite, il y a eu de la reconnaissance numérique, donc on dictait, c'était une bande numérique. Ensuite, il y a un dragon, enfin le dragon, peu importe, c'est des logiciels de reconnaissance vocale, donc vous dictez, il vous écrit, quelques fautes, mais bon, ça passe. Et là, la prochaine étape, mais ça prend du temps. Je vois un patient en consultation toutes les demi-heures, il me faut quand même bien 5 à 7 minutes pour faire le compte-rendu. Donc quand vous envoyez X par jour, ça fait X fois 5, 7, donc c'est quand même du temps.
en vrai, c'est pas le moment le plus intéressant de la journée. Et là, l'intelligence artificielle, c'est un exemple, mais c'est vrai que typiquement, pour regagner du temps, pour redonner du temps au temps, et en tout cas du temps au médecin, il y a des intelligences artificielles, comme votre micro, qui vont enregistrer, qui vont générer un compte-rendu. Mm. Donc à la fin de l'entretien, il y aura tout structuré et j'aurai juste à dire oui, non, ou je corrige 2, 3 trucs. Mais du coup, si je gagne à chaque fois 5 minutes par patient, par consultation, à la fin, c'est peut-être 1, 2, 3 que je peux avoir en plus. Mm. Et puis c'est du temps clinique ou du temps patient et pas dicté dans un microphone qui a aucun intérêt en fait. Mais qui fait partie du boulot. Enfin, voilà. Et donc si on peut être aidé sur ce genre de tâches-là, faut pas s'en priver. Faut pas venir pleurer, ça va pas nous prendre du travail. Hein. Au contraire, hein. Franchement, ça va plutôt nous aider. Et de la même manière, le secrétariat ou la secrétaire physique, si elle peut prendre du temps pour accueillir le patient, déjà la mettre en sécurité, la salle d'attente, plutôt que de faire du travail qui n'a aucun intérêt, hein, de taper des trucs, ça n'a aucun intérêt. Et c'est compliqué aussi d'être secrétaire. Moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir travailler et de faire des consultations, tout ça. Et avec une secrétaire, il y a du monde. Et d'accueillir les gens, regarder les informations, enregistrer, les faire entrer dans la salle. C'est vrai que ça n'arrête pas, hein, c'est un flux. Un hôpital, c'est comme New York, hein, ça s'arrête jamais. Hein. C'est ça. Ça s'arrête jamais, il y a tout le temps, c'est une ville dans la ville qui ne s'arrête jamais, avec des gens qui sont en souffrance, qui ont mal, qui sont malades, donc qui forcément, potentiellement aussi des fois, comprennent pas d'attendre, qui veulent tout de suite, alors des fois c'est excessif, mais des fois c'est assez légitime en fait. Hein. Ça fait 10 fois que j'appelle, vous ne répondez pas, on l'a tous vécu, ou on sera tous amenés à le vivre. Donc ça c'est des situations aussi, donc après, gestion du stress de la secrétaire, il faut faire avec aussi. Hein. Et toutes les chaînes sont importantes, hein. Toutes les chaînes sont hyper importantes. Ouais. C'est pour ça, c'est l'IA, elle peut soulager tout le monde. Exactement. L'hôpital sera bien content. Exactement. Le brancardage, c'est pareil. Hein. Bien sûr. Je veux dire, ça aussi. Hein. On pourrait remettre de l'humain là où on en aurait vraiment besoin. Quoi. Toutes les tâches automatisables, je pense qu'il faut vraiment faire le pire. Donc je pense qu'on a encore un peu de temps avant de... je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que ça arrive, mais je pense qu'il faut le voir comme une aubaine en fait. Il faut vraiment le voir comme une aubaine. Je pense. Ça aiderait beaucoup, je pense aussi. Parfait. Mais il faut aussi entendre que ça puisse faire peur aux gens. Ah bah oui, vous dites ça à un radiologue, je peux le comprendre, il dit mais dans ce cas-là, mon métier va disparaître. Peut-être. Il faut peut-être l'accepter. Et te dire que finalement, il va peut-être faire autre chose, et c'est pas grave. De la même manière que ce qui a évolué, mais moi je vais me mettre dedans, je sais pas quel âge on sera à la retraite, peu importe, mais faire 40 ans le même métier, moi ça me choquait pas hier, aujourd'hui ça me choque toujours pas, mais je pense que vous, dans vos têtes, vous dire je vais être médecin 40 ans, c'est peut-être pas forcément concevable. Ou médecin 40 ans au même endroit, voilà. Donc ça aussi, ça évolue. De s'ancrer comme ça, de façon un peu sacerdotale, et puis de façon pérenne comme ça, voilà, je sais pas. Si, ouais, je pense que les mentalités sur ça, je pense que ouais. Enfin, là je vais parler à titre personnel, hein, je pense que c'est vrai. Découvrir, c'est vraiment ça. Découvrir, c'est vraiment important pour moi, je pense, dans ma pratique. Et quand je parle des fois avec des amis ou quoi de promo, souvent c'est ce qui revient. Hein. C'est après, bon, ça va faire le lien avec les déserts médicaux, mais c'est vrai que découvrir plein d'endroits, sans parler de l'étranger, mais même en France, hein, essayer d'aller dans plein d'endroits, je pense que c'est important. Et donc oui, sur ça, si ça peut améliorer en tout cas même l'IA ou tout ça, et je pense pas qu'il faut le voir comme quelque chose qui peut nous voler notre métier, même si oui, non mais c'est parce que vraiment ça peut être vu comme ça, mais après c'est beaucoup de réflexion honnêtement. Moi je trouve que c'est toujours cette question de ça nous fait gagner du temps. Et donc si ça nous fait gagner du temps, on peut faire plein de choses à côté. Si on doit aller se déplacer, si on doit aller faire d'autres choses même pour soi, vous pouvez reprendre l'escrime, je peux continuer le piano. Enfin, c'est vraiment des choses où on peut vraiment se libérer du temps. Et pour moi, je vois que du positif. Hein. C'est ça qui me... Donc, mais comme toutes les nouvelles choses, je pense qu'elles peuvent effrayer par certains aspects, ce qui est normal. Et puis au-delà de ça, c'est intéressant de s'interroger, de se questionner, de se dire attention, est-ce que c'est pas une
fausse bonne idée? Est-ce que c'est voilà? Et puis après, il y a la réalité de ce que ça peut apporter, quoi. Et quand bien même ça vous apporte au quotidien, peut-être qu'il ne faut pas le faire quand même pour d'autres raisons, en fait. Donc, rien qu'en ça, intellectuellement, je pense que c'est intéressant. Après, on prend ou on prend pas, mais voilà, c'est en tout cas, faut pas faire mine de pas le voir, quoi. C'est ça, il faut se remettre en question. Ouais. En tous les cas, ça va venir en fait. Oui, oui, ça ah bah, va de toute amener- non, mais venir- à C'est, venir. il faut effectivement, je pense. Ouais. Bah parfait. Bah, moi je pense Super. qu'on peut clôturer cette partie discussion, etc. Donc bah du coup on passe à la prochaine partie. Et bah on se revoit après notre petite pause. Donc pour la partie anecdote. Donc maintenant ce sera une partie plus du tac au tac. On pose des questions, vous répondez. Donc pour commencer, bah, quelle est la meilleure année en tant qu'étudiant en médecine? Et ben, c'est ce que j'avais pu dire tout à l'heure. Moi, franchement, la première année, ma P1, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, et à tel point que je me suis toujours posé la question de pourquoi les gens avaient trouvé ça traumatisant quand on discute de race et l'horreur. Voilà. Moi, j'ai adoré. Voilà, c'était une compétition de 8 mois. J'ai passé mon temps à travailler, j'ai appris plein de choses et j'ai adoré cette année-là. Ouais. C'est Ok. peut-être le seul, je sais pas, Ouais, mais c'est franchement, vrai que j'ai c'est jamais pas souvent entendu. revenu. Ouais. Mais après, c'est intéressant. Hein, c'est vrai. Donc voilà, j'avoue, il y a peut-être un petit travers, mais voilà. Vraiment, j'ai bien aimé. Et J'ai bah, bien aimé. à contrario, la pire. Et ben la pire du coup ça va être celle en miroir, c'était juste avant l'internat, parce que du coup je trouvais ça long, et je pense que j'ai dû faire un sprint en P1, ça m'a bien plu, puis peut-être plus sprint que travail d'endurance là-dessus. Et c'est vrai que du coup j'ai trouvé ça long, j'avais l'impression que c'était au milieu du cursus, et de recaler un concours aussi exigeant à ce moment-là, j'ai trouvé ça un peu sévère, donc j'étais un peu épuisé je pense. J'étais un peu épuisé de ces premières années de médecine, où j'avais peut-être beaucoup donné ou mal donné, ou en tout cas je me suis retrouvé dans une situation où j'avais un peu moins envie de me bagarrer, un peu moins la niaque sur la compète, et du coup j'ai trouvé que c'était une année un peu avec le frein à main, un peu pénible pour moi, ouais, un peu pénible, ouais, tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'est en termes d'années, puis après, bon, après une fois qu'on est interne c'est différent parce on travaille. On travaille pour de vrai, quoi. Voilà. C'est- Quel est votre diagnostic le plus simple? Un patient que vous avez eu, vous avez tout de suite su. Alors moi, alors justement, je pensais qu'il y avait des diagnostics simples, mais en fait, il n'y a pas de diagnostic simple parce qu'en fait, euh, c'est, enfin, le moindre signe peut être quelque chose de farfelu et je pense qu'on s'est tous loupés magistralement et fort heureusement, quelque part, on n'est pas magicien, encore une fois, et on s'est tous loupés sur un truc qui d'apparence avait l'air, ouais, allez hop, c'est facile, et en fait, on est bien content d'avoir eu un collègue, un confrère qui a rattrapé le coup. Et là, on se dit, mince, en fait, j'étais un peu light là. Bon, en tout cas, je me suis fait avoir par l'apparence de la simplicité. Donc, à la question, quel est le diagnostic le plus simple? Grande méfiance, je pense qu'il n'y en a pas. Ok, ça marche. Et avec de la retenue. Et à contrario. Et ben, à contrario, pareil, le diagnostic le plus dur. Le diagnostic le plus dur, c'est le diagnostic qu'on n'a pas, quoi. C'est-à-dire que régulièrement, et là aussi, fort heureusement, et c'est peut-être ça qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles on n'a pas de diagnostic. Mais ni vous en tant que médecin, ni personne d'autre en tant que médecin. Il n'y en a pas. Peut-être parce que les outils d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment bons pour diagnostiquer. On a plein de gens, on se gratte la tête, j'en ai plein en tête, voilà, et je me dis, je ne sais pas, madame, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez. J'entends votre souffrance, j'entends vos plaintes, j'entends vos symptômes, mais je ne sais pas ce que vous avez. Et donc après, au début, c'est pas facile parce qu'on a quand même, ça renvoie à une situation d'échec en se disant, mince, attends, quand même, on a fait 12 ans d'études, et quand même, on peut mettre une étiquette à tout le monde. En fait, non. Et il faut savoir aussi l'accepter, et ça, c'est pas facile. Donc le diagnostic le plus dur, c'est justement l'acceptation du diagnostic qu'on n'a pas, ou en tout cas qui n'existe pas, ou en tout cas pas d'apparence comme ça. Et donc ça, c'est pas facile au début. Ça Donc, arrive. ouais, il faut savoir l'expliquer, ouais, ça arrive et plus souvent qu'on ne pense, et ça, il faut savoir l'expliquer aux patients. Donc ça, des choses que je me disais, mais je ne peux pas lui dire ça. Et aujourd'hui, régulièrement, écoutez monsieur, écoutez madame, je ne sais pas ce que vous avez, je pense qu'on n'a pas les outils aujourd'hui, en 2024, pour savoir ce que vous avez. J'entends vos doléances, on va rester dans le symptomatique, acceptez-le et ne vous enquistez pas là-dedans. Mais ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et c'est compliqué, je trouve. Voilà. C'est vrai. Quelle est votre pire gaffe? Alors, pire gaffe médicale, ouais. Il y a pire gaffe, pire honte, ouais, c'est ça. Alors moi, une fois, j'ai voulu faire vite et j'ai voulu faire bien. J'ai collé l'œil d'une patiente qui avait une plaie de la paupière de mémoire, et j'étais interne aux urgences. Et à l'époque, c'était l'éternel débat, enfin, aujourd'hui aussi, mais voilà, j'imagine, entre faire des points de suture et puis utiliser des colles biologiques. Et
Et en plus, alors c'était voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, la colle, c'est pas mal. Je demande au senior dont j'ai oublié le nom. Oui, oui, vas-y, la plaie était petite, donc voilà, j'avais pas à penser. Je colle et je sais pas ce qui se passe. La colle coule, sauf qu'en fait, j'avais collé œil fermé Ah. et du coup, l'œil s'est pas rouvert forcément. Donc j'avais bien collé la plaie de l'œil Ça et du fait- coup, j'avais collé tout l'œil aussi. Donc du coup, je m'énerve un petit peu auprès d'elle. Je dis, ben, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil. Et elle me dit, mais non, mais je peux pas. Je dis, comment ça, faites un effort. Et en fait, je me dis, mais mince, effectivement, tous les cils étaient englués dans la colle qui avait coulé. Donc là, je dis, écoutez, bougez pas, je reviens. Je reviens donc avec mon senior et, et il me dit, je dis, ben, ouais, je crois que je lui ai collé l'œil. Et donc là, vous faites pas le malin. Donc vous expliquez, mais quand vous êtes voilà. Et donc là, ouais, j'étais pas grandement fier. Et ça rejoint la question de tout à l'heure. C'était une plaie toute simple, un truc super facile, ça pouvait aller vite. Et ça m'a coûté, bien évidemment, d'expliquer à la patiente, de l'envoyer chez un ophtalmo, accessoirement, pour aller se faire décoller l'œil. Donc là, vous appelez un collègue et vous lui dites, Je lui ai collé l'œil. je lui ai collé l'œil. Donc voilà. Oui. Donc vous tendez le dos. Voilà. Et voilà, c'est une histoire qui s'est bien terminée à la fin. Il n'y a pas eu de préjudice ni pour l'œil ni pour la patiente. Mais après, ça vous remet gentiment à votre place. Mais quelque part, là aussi, ça permet de se dire attention, le truc qui paraît facile, le petit bouton, la petite plaie ou le truc, voilà. Voilà. Donc là, je vous emmenez pas large. Et d'un autre côté, c'est ce qui vous fait grandir aussi. C'est vrai. Superbe anecdote. Honnêtement, je pense qu'elle pourra aider plein de gens, et même moi. Et là, je pense que c'est super. Là, si vous n'aviez pas fait médecine, quel métier auriez-vous fait? Et bien, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, soit escrimeur de haut niveau. Enfin, escrimeur de haut niveau, je l'ai été, mais du coup, en terminale, je serais parti à l'INSEP. J'aurais fait athlète jusqu'au plus haut, et puis après, j'aurais fait maître d'armes, quoi, donc prof d'escrime. Et puis finalement, j'ai fait médecine. Magnifique. Mais il n'est jamais trop tard pour devenir maître d'armes, donc peut-être que je ferai ça un jour. En Oui. conversion, on sait Grâce à jamais. l'IA. Exactement. Si vous n'aviez pas fait votre spécialité actuelle, laquelle auriez-vous faite? Bah, ma réponse, c'est peut-être pas celle que je vous aurais dit il y a 20 ans, mais aujourd'hui, si je devais changer pour autre chose, je pense que je prendrais de la psychiatrie. Ah. Ouais, un truc qui n'a rien à voir, mais parce que je trouve ça assez fascinant aussi. Enfin, tout est fascinant, mais ça fait quelques années où je me dis, tiens, ça, là aussi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Voilà, ce côté boîte noire, voilà, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, et intellectuellement, et force est de constater qu'il y a des besoins de la population aussi par rapport à ça. Donc ouais, la psychiatrie, je m'étais un peu posé la question déjà à l'époque, et aujourd'hui, je pense que ouais, j'aurais pu faire ça. Je pense que le domaine de la recherche il doit être grand ouvert Ouais, aussi. ouais. Donc la psychiatrie m'aurait intéressé, ouais, Ah, je trop bien. pense. En plus, c'est un domaine qui peut faire peur, entre Ouais, guillemets. Et ouais, c'est vrai que bah, c'est bien Ouais. de comprendre et d'essayer ouais, d'apprendre. Moi, je sais que cet été, j'ai travaillé c'était un foyer de vie avec bah, des personnes, pareil, présentant des handicaps. Et ça m'a trop appris sur le plan personnel, mais même voilà, en médecine. Vraiment, maintenant, des fois, je me dis, ah, ce patient, peut-être qu'il a ça, comme la patiente qui avait Ouais, ça. que vous aviez Ils ont vu. des manières différentes de parler de leur mal-être. Et c'était énormément, enfin, formateur. Je peux même pas utiliser de terme, tellement c'était. Mais ok, ça marche. Quel est votre talent caché hors médical? Escrimeur, mais s'il y en a Ouais, d'autres. escrimeur, non. Après, talent caché, je sais pas si c'est des talents, mais je sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, je pense ne pas être trop mauvais dans justement arriver à avoir un ratio pro-perso satisfaisant pour toutes les parties. Et ça, je pense que c'est pas facile. C'est un talent. Je pense que c'est très facile de se faire happer dans alors j'aime pas le terme de carrière professionnelle, mais je pense que c'est très facile ça, parce que c'est intéressant, parce qu'il y a une forme de reconnaissance sociale et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus challenging, et c'est pas aussi simple que ça d'arriver à allier les deux. À plus forte raison pour un homme, avec un petit H. Ouais, en 2024, c'est pas aussi simple que ça, ouais. Donc je pense que ça, c'est important, ouais. Surtout en médecine en plus. Ouais, où, vite attiré à exactement. faire de grandes choses. Donc je sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, je pense que je suis pas trop mauvais là-dedans. Mais c'est difficile. Hein. Mais Donc, c'est intéressant. bon, pour moi, c'est un talent. Après, Quelle est votre situation la plus gênante ou la pire honte? Est-ce que c'est la même que la pire gaffe? Ouais, ça va avec. Ça va avec parce que,
vous avez l'impression d'être nul, quoi. Ok. Et vous l'êtes hein, sur le moment, même si vous avez fait ça de façon bienveillante, en voulant bien faire, en voulant aider. Hein. Et là, vous dites, non, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi je suis allé aussi vite? Voilà. Et donc, ouais, donc ça, c'est gênant. Ah, c'est gênant parce que vous êtes obligé de vous... Enfin, pas parce que vous êtes obligé de vous excuser, mais parce que vous n'avez pas été bon, quoi. Donc du coup, bah, c'est sûr que ça, c'est pas, voilà, ça va avec, ouais, ça va avec. Ok. Ok, ça marche. Votre plus grande fierté dans le monde médical, dans votre carrière? Ouais, après, là aussi, non, modestement, d'avoir sur certains points, ou d'avoir la naïveté de croire qu'on peut changer des lignes qu'on pense être un peu figées, quoi. Donc ça, je pense que il y a certains dossiers, voilà, si demain, enfin, c'est pas mon combat à moi, hein, j'ai pas de combat comme ça, mais voilà, si demain la place de la femme à l'hôpital peut être l'égale de l'homme, je pense que ce serait pas mal, ouais. Si on arrête de faire pousser un chariot à un externe et puis de l'envoyer chercher des conneries, ce serait pas mal aussi. Enfin, si on peut avoir ce respect-là, ça, je pense que ça serait pas mal. Et donc, les positions qu'on peut avoir au sein d'un hôpital de l'intérieur pour faire bouger ces lignes-là, je pense qu'elles sont importantes. Ok. Donc, si j'arrivais à faire un tout petit peu, à contribuer à ça, je pense que ce serait pas mal. Ok, ouais, une très belle fierté, c'est vrai. Oui, non, mais c'est super beau. Le plus beau moment en tant que médecin du sport pour vous? Est-ce que vous avez un moment marquant? Ça peut être avec un patient. Ah, c'est des moments marquants en fait. C'est quand enfin, c'est l'inverse de la honte, quoi. C'est-à-dire que quand vous connaissez des sportifs de haut niveau que vous suivez depuis gamin ou adolescent, parce que vous êtes leur médecin du sport et tout, et puis que, entre guillemets, à plus forte raison, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, dans certains sports professionnels où il y a une manne financière qui est colossale, hein. C'est-à-dire que le gamin qui avait 14 ans, vous savez que le gars il gagne des millions en face de vous 10 ans plus tard. Enfin, faut être à l'aise avec ça aussi quand même. Hein. Faut continuer à avoir son respect. Enfin voilà. Et il y a quand même quelques sportifs exceptionnels qui ont cette trajectoire de vie. Alors, je ne vais pas les nommer, mais c'est des athlètes médaillés olympiques en or et qui viennent vous dire merci en fin de carrière en vous disant il y a un peu de vous dans la médaille, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on se dit, et on n'a pas envie que ça soit dans le champ de la caméra, mais on se dit bah c'est sympa parce que du coup on a bien fait son taf, quoi. On a bien fait son boulot, on a été là dans les bons, dans les mauvais moments, à la fin quand le sportif décide de mettre le point final de sa carrière ou à l'approche de la fin, et qui vient vous voir en continuant à revenir vers vous, en conseillant à ces nouveaux sportifs de venir vous voir, et qu'à la fin il vous fait ce genre de témoignage-là, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est content, quoi. On se dit, c'est pas juste de l'apparence, parce que de vous dire, bah oui, moi je suis tel athlète, je suis le meilleur médecin du sport, je peux vous la faire, mais ça n'a pas d'intérêt. Par contre, quand on a ce genre de témoignage-là, ouais, ça fait plaisir, on est assez fiers, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est compréhensible, honnêtement. Et pour finir la partie anecdote très rapide, le plus beau moment de votre vie? Bah après, du coup, je vais vraiment le dissocier du médical, c'est-à-dire Oui, que oui. je pense que c'est les moments familiaux qui doivent rester les meilleurs moments. À l'hôpital, on sera tous à la retraite, on n'arrivera pas au bout. Et vous faites une carrière pleine, si à la fin vous restez tout seul comme un con à la maison, je pense que ça n'a aucun sens. En tout cas, moi, ça n'aurait aucun sens. Donc, je pense que les meilleurs moments, c'est les moments qui sont à entretenir en permanence. Il faut faire attention parce que c'est vite cela qu'on a tendance à laisser sur le côté. Donc, c'est des moments familiaux. Donc, ça va être quoi? Ça va être les rencontres de votre futur époux chez les bancs de la faculté, par exemple. Ça va être la naissance de vos enfants ou pas. Enfin, c'est ça après. On est en 2024, la famille, tout ça, on va pas refaire ce débat-là, mais en tout cas, si ça, je pense que le personnel est cher et a pas de prix, donc je pense que c'est celui-là, et c'est ça les vrais moments, les vrais bons moments, et d'arriver à trouver cet équilibre encore une fois. Parfait. Magnifique. Du coup, pour clôturer, donc, c'est bon pour la partie anecdote. Et il reste du coup une dernière petite partie, c'est vraiment une petite conclusion à ce podcast. Déjà, pour vous, quelles sont les 3 qualités primordiales qu'un médecin du sport ou un médecin de manière générale doit avoir? Je crois qu'il faut être travailleur quand même, il faut arrêter de se mentir, c'est beaucoup de boulot, donc il faut vraiment bosser. Donc bosser et avoir envie. Il n'y a jamais rien d'acquis, toujours se remettre en question, toujours, il y a rien de, enfin, même la veille de votre retraite, il n'y a rien qui est acquis, quoi. C'est-à-dire que tout peut changer, donc ça c'est vraiment important. Et puis il faut y croire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voyez le verre à moitié, enfin voilà, voyez le verre à moitié plein, c'est un super métier, il faut y croire. Si vous voyez la lassitude pointer le bout de son nez, enfin remettez-vous en question, enfin vraiment c'est des super métiers.
Et il faut vraiment faut avoir le feu en vous, quoi. Faut vraiment, et ça, faut pas que ça vous quitte. Si ça vous quitte, c'est mort. Bien sûr, Parfait. totalement d'accord. Et c'est de belles qualités. Et pour finir, si vous deviez transmettre un message aux futurs médecins ou à vos jeunes collègues, ou même un conseil à vous plus jeunes, quel serait-il pour... c'est une belle image. Ouais, ben, je pense que de façon très subjective, je pense que c'est pas loin d'être le plus beau métier du monde. Il faut en être convaincu et il faut vraiment avoir envie. Donc, faut jamais rien lâcher dans les bons comme dans les mauvais moments et pas hésiter, à poser des questions et puis à bien s'entourer parce que vous n'êtes jamais tout seul dans cette aventure-là, quoi. Donc voilà, faut vraiment y croire et y aller. Vraiment. Magnifique. Parfait. Parfait. Et bien juste, on va terminer avec encore une dernière question, Ah parce oui. que du coup c'était le petit rituel. Donc dans l'épisode précédent, on avait donc professeur Renaud, professeur Stéphane Renaud, chirurgien thoracique, allez voir la vidéo d'ailleurs. Et donc il avait posé une petite question de fin pour vous, qui était donc, je t'en prie tu peux la dire. La question c'était comment vous faites pour allier votre carrière politique à côté de la médecine? Alors, merci Stéphane pour cette excellente question. Je pourrais répondre que je peux lier les deux parce que j'ai d'excellents chirurgiens thoraciques qui font le boulot à l'hôpital. Mais ça serait un peu facile. Non, c'est comme tout, c'est des convictions et des choix. C'est vrai que j'ai fait ce choix d'accepter de moins consulter et de moins travailler auprès des patients, mais de toujours continuer à consulter quand même, 3 demi-journées par semaine, pour justement me dégager du temps pour avoir ce temps que tu qualifies de politique ou d'institutionnel, en me disant si je peux rendre service à notre communauté, aux confrères, tout comme là je suis avec des étudiants qui sont engagés dans l'associatif pour faire bouger un peu les lignes, et ben mettons-nous aussi en responsabilité pour essayer d'emmener le bateau CHRU université là où on a envie qu'il aille et pas de lui faire prendre une direction random. Donc après voilà, c'est des choix, donc c'est renoncer à une part d'activité clinique, hein, et ça fait toujours, on a quand même fait des études qui nous ont conduit là-dessus, pour justement donner du temps, et puis si on peut participer, aider les collègues pour faire prendre cette belle trajectoire, et c'est bien volontiers. Voilà. Magnifique réponse. Génial. Magnifique. Et du coup, maintenant, c'est vous qui devez poser, moi de poser une question pour donc le ou la prochaine invitée, parce que ça va rester encore, on tease. Quelle serait-elle? Une question que vous pourrez poser. Je sais pas, moi, les questions que j'aime bien poser, que je pose moi, c'est... alors, je sais pas qui sera cette personne, je sais pas quelle sera sa profession, mais j'imagine qu'elle sera plus ou moins en responsabilité dans le domaine de la santé. Donc, j'aurais tendance à penser comment est-ce que vous vous y prenez avec les plus jeunes qui arrivent, étudiants ou jeunes diplômés, pour justement leur donner envie, bien les comprendre et arriver à les embarquer avec vous parce que, en tout cas pour nous, demain, c'est vous qui allez me soigner quand je serai malade. Donc je préférerais être bien soigné, donc j'ai intérêt dans la force de l'âge à vous accompagner du mieux possible. Et je pense que c'est une question qui est assez challenging, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à embarquer sans opposer les générations, les plus jeunes pour leur faire partie, pour qu'ils participent à l'aventure qu'on est en train de vivre, sachant que voilà, je suis convaincu que c'est pas une question d'âge civil, mais voilà, de mentalité. Mais comment est-ce qu'on arrive à s'adapter aux mentalités, aux plus jeunes mentalités, et à les faire adhérer à ce vers quoi on veut tendre. Donc voilà, moi je m'y prends d'une certaine manière. J'aimerais bien savoir le prochain intervenant, comment est-ce qu'il fait pour embarquer les jeunes. Magnifique question. Génial. Incroyable. Et c'est parfait. Et on clôture sur ça. merci à vous. Merci à vous, Vraiment. professeur Boussel, de vous être libéré. Comme vous avez entendu, vous êtes revenu de Chine et tout ça, donc c'était compliqué de trouver un créneau, mais ça c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas donc à partager, liker, commenter cette vidéo YouTube, et puis aussi sur Spotify d'ailleurs, mettez des étoiles. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Salut. Allez, au revoir.